On privilégiait tous les deux la qualité de vie plutôt que juste l'ambition de développer son business. J'essaie de plus travailler dans mon business que sur mes business. Et 2-3 heures par jour, je trouve que c'est bien. C'était vraiment un excellent exemple d'un entrepreneur libre. Au début, quand je me suis lancé, j'ai acheté une première maison. J'ai mis 5 ans à la rénover. Donc j'ai travaillé 5 ans gratuitement pour finalement devenir une femme de ménage de luxe. Je passais mon temps à nettoyer les douches et à faire... C'est ça, les chambres d'hôtes. En fait, je dépensais rien. Pourquoi je dormais dans la poussière, c'est-à-dire que je dormais, il n'y avait pas de chauffage, au début il n'y avait rien du tout. Dans ma tête, j'étais sûr d'y arriver parce que je voyais des gens qui y arrivaient. On accompagne des gens à investir dans l'immobilier depuis 6 ans maintenant. On a accompagné 4000 personnes, donc on a vu passer beaucoup d'élèves. J'ai commencé à faire des séminaires aussi. Tu voyages combien de mois par an à peu près? 4 mois, 4-5 mois par an. Quand même, Les premières fois que tu pars dans un pays, vivre quelques mois, vraiment en immersion, apprendre une nouvelle langue, tu reviens transformé. J'ai eu des moments de galère, j'ai dormi 15 jours dans la rue. En Nouvelle-Zélande, j'avais plus du tout d'argent. Enfin, j'ai vécu des hauts et des bas, tu vois. Quand on a fait le vol 0G, le truc marrant, c'était que Thomas Pesquet était le pilote de notre avion. Mon capital, je me suis fait une courbe et en fait j'ai vu que ma courbe elle montait à quelques dizaines de millions d'euros. Donc en termes financiers, finalement en fait j'ai plus trop envie de me casser la tête. Donc salut Jean. Yes, salut Olivier. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? Bah super, écoute, bon, on a tous les deux une nuit difficile, mais on est au taquet, c'est ça la beauté des entrepreneurs, n'est-ce pas? Ouais. Et tu vois, moi j'ai voulu t'interviewer parce qu'on a un point commun, c'est on privilégiait tous les deux la qualité de vie plutôt que juste l'ambition de développer son business. Exactement. Et ma première question pour toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que ton entreprise est au service de ta vie? Et si oui, à combien de pourcents? C'est une bonne question, Olivier. Oui, je dirais que mon entreprise mes entreprises et mes investissements sont au service de ma vie. Parce que maintenant, tout ce que je fais, ce n'était pas le cas au début, mais, parce qu'au début, il faut manger. Mais tout ce que je fais maintenant, quand je me lève le matin, c'est forcément, il faut que ce soit au service de ma vie. Et pas moi qui sois au service de mon business. Donc, je te rejoins 100% dans ton adage. Et à quel pourcentage c'est difficile, ça ne peut jamais être à 100%, parce qu'il y a toujours quand même des choses que tu es obligé de faire, sinon ça ne fonctionne pas quand il y a un feu à éteindre. Je sais pas, j'essaie que ce soit le minimum. Je sais pas de pourcentage à donner, je sais pas, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit le minimum en tout cas. Et donc, parce que bon, on peut toujours s'améliorer, mais par rapport à l'entrepreneur classique, tu vois, qui doit travailler 60-70 heures par semaine, qui prend peut-être 2 semaines de vacances par an, tu dirais que tu es beaucoup plus libre que lui? Ah oui, alors en termes de temps de travail, disons qu'il y a aussi, tu vois, l'investissement immobilier, on en parlera tout à l'heure, donc j'investis. Pour moi, c'est pas du temps de travail d'aller acheter des canapés, des choses comme ça, c'est quelque chose qui m'occupe. Mais en tout cas, en temps de travail pur, j'essaye de travailler 2-3 heures par jour. D'accord. C'est mon dans ou sur ton business? Sur mon business. J'essaie de plus travailler dans mon business que sur mes business. Et 2-3 heures par jour, je trouve que c'est bien. Alors, je fais déjà une parenthèse parce que tout le monde ne comprend pas forcément la différence entre dans et sur. Quand vous travaillez dans votre business, vous êtes en train d'accomplir une tâche technique. Typiquement, vous êtes en train, je sais pas moi, d'envoyer un email de vente ou d'avoir un appel commercial avec un client potentiel, par exemple. Quand vous travaillez sur votre business, vous êtes en train de mettre en place un process ou de faire fonctionner un process qui peut travailler, qui peut faire fonctionner l'entreprise sans vous, en fait. Donc, vous êtes en train, en gros, de diriger l'orchestre, alors que si vous travaillez dans votre entreprise, vous êtes l'homme orchestre. C'est la différence entre jouer de plein d'instruments versus faire jouer en harmonie un orchestre qui joue à notre place. Donc aujourd'hui, tu dirais que tu travailles combien d'heures par semaine sur ton business? Je travaille pas les week-ends, à part s'il y a une urgence et à part si on fait une conférence ou si j'ai un bien immobilier à aller voir, mais sinon, on va dire 3 fois 5, 15 heures par semaine. 15 heures par semaine, ouais. En théorie, parce que comme tu le sais, ça c'est la théorie, et après ça il peut y avoir des coups de bourre où tu vas bosser une semaine 40 heures parce que tu as vraiment un projet qui doit se finaliser, et en tout cas j'essaie de ne pas travailler aussi 3-4 mois de l'année, c'est-à-dire que les grandes vacances, dès que mes enfants sont en vacances, j'essaie de ne pas travailler, ou en tout cas que ce soit vraiment réponse aux urgences, mais pas d'investissement en cours, pas de charge mentale à ce moment-là, je vais être complètement disponible pour mes enfants. Donc ça représente déjà toutes les grandes vacances pendant 2 mois et demi, parce que je gratte un petit peu avant les grandes vacances et un petit peu après. Et donc c'est à peu près ma routine, je dirais. Et pendant ces 2 mois et demi, t'es à 0 heure ou t'es à un peu moins? L'année dernière, j'étais à 0 heure. Attends, je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais. Mais non, ouais. Tu regardes même pas tes emails? Ah, mes emails, je les regarde de toute façon jamais. Mes emails, là, si on ouvre ma boîte mail, je suis à 3500 mails de retard. Donc, si un jour tu veux me communiquer, c'est pas, on voit pas de mail. Non, l'année dernière, le seul truc que je me suis focus, c'était
Toi, je m'ennuie pas, mais par exemple, j'étais à Bali, j'apprenais la bachata, j'allais faire des cérémonies locales de méditation, du yoga. Enfin voilà, j'occupe mes journées, mais non, pas de boulot. Excellent. Donc voilà, tu étais vraiment un excellent exemple d'un entrepreneur libre. Et ça nous fait quand même un point commun intéressant parce qu'il faut dire qu'à Dubaï, il y a quand même beaucoup de gens qui sont extrêmement ambitieux et qui bossent pas mal. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est quelque chose qui nous rapproche. Donc aujourd'hui, ton business, c'est quoi ? Mon business, principalement, c'est l'investissement immobilier. C'est ce qui me passionne le plus. Et en parallèle, on accompagne des gens aussi à investir dans l'immobilier avec mon associé, Julien. Donc ça, c'est un business d'infopreneur. C'est un business d'infopreneur, business en ligne. Et on a aussi développé un logiciel pour trouver des bonnes affaires, ce qui est un scanner immobilier pour le marché français, qui, à la base, était un produit destiné à nous, avec Julien en tant qu'investisseur, parce qu'on se dit on a toujours un problème, c'est de chercher des biens immobiliers et de les faire financer. Donc si on avait un outil entre guillemets avec des nouvelles technologies qui puisse nous faciliter la tâche, ce serait génial. Donc on a développé cet outil et quand on a vu qu'il fonctionnait, qu'il y avait autant d'annonces et autant de petites annonces vraiment hyper intéressantes, on a décidé à l'ouvrir aux communautés assez proches. Et donc c'est intéressant parce que tu décris ton premier business comme tes investissements immobiliers que tu fais pour toi. Oui. Ok, et ton deuxième business, c'est le fait de l'enseigner. Ouais, c'est ça. Et donc, les 15 heures par semaine, c'est sur tous ces business-là. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. En fait, les investissements, pour moi, ils sont là, en ce moment, je viens de vendre une maison, on pourra en reparler un petit peu après. Donc là, j'ai une maison en vente. À Dubaï. Ouais. J'en ai une deuxième que je viens d'acheter. J'ai un appartement au Mexique. J'ai pas mal arbitré, donc j'ai largement diminué ma charge de travail parce qu'avant j'avais beaucoup de locataires, plusieurs dizaines, donc j'ai arbitré mon patrimoine. Que tu gérais toi-même ? Que je gérais moi-même. Ah ouais. Pendant bien une dizaine d'années. Ah ouais, d'accord. Ouais. Avant d'arriver à ne plus rien faire, j'ai vraiment beaucoup travaillé aussi. Hein. On va en parler aussi parce que c'est pas que la finalité. Hein. Moi, ma finalité, maintenant, j'arrive à l'endroit où je voulais être il y a 15 ans quand j'ai commencé. Mais ouais, en comptant mes investissements immobiliers, c'est à peu près ça. D'accord, ok. Donc là, aujourd'hui, tu as 4 investissements, c'est ça ? Si j'ai bien compté ? À l'heure actuelle, là, je suis en cours de rachat. Donc là, je suis assez liquide en ce moment. Et là, je dois avoir 4 biens j'ai 4 biens immobiliers. Alors, oui, donc c'est pas énorme. Non. Alors que tu es un spécialiste, on connaît quand même beaucoup de spécialistes. Là, le premier nom qui me vient en tête, c'est Michael Ferrari, par exemple, qui ont des empires. Je crois que Michael, il y a 50 appartements, quelque chose comme ça. Là, c'est un vrai business à gérer, il faut une équipe et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est un choix de ta part de vraiment pas trop avoir d'investissement à l'instant T pour être plus léger mentalement Non, c'est que, en fait, ma stratégie au début, c'était de faire du cash flow. Donc, j'ai beaucoup fait d'effets de levier à la banque en France. Et c'était génial parce que ça m'a permis de remplacer mon salaire en l'espace de une dizaine d'années, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Ma stratégie a changé par la suite. C'est-à-dire que j'ai fait au début plein de petits appartements parce que j'avais pas d'argent, pas cher. Et maintenant, je fais des biens à plus d'1 million d'euros avec mon propre argent, sans financement pour certains. Donc la stratégie a évolué, mais c'est parce que j'ai envie de toucher à différentes choses. Mais oui, dans un laps de temps, tu me reposes la question dans 2 ans, peut-être que j'aurai encore 10, 15 biens et je vais remonter un patrimoine. Mais en fait, j'avais besoin de l'arbitrer, j'avais besoin vraiment de vendre beaucoup de choses pour pouvoir rebondir sur autre chose et faire évoluer ma stratégie, parce que ça me convenait plus ce que j'avais à l'époque. En fait, c'est une évolution. Et pourquoi ça ne te convenait plus ? Parce que les biens étaient trop petits, c'était plein de petits cash flows, ce qui était génial pour commencer. Ouais. Mais ma situation, quand je suis au SMIC et je commence il y a 20 ans l'investissement immobilier, n'est plus la même que moi maintenant à l'instant T, tu vois. Donc c'est normal que je fasse évoluer ma stratégie. Oui, parce que donc c'est pratique pour démarrer, mais après ça fait beaucoup de micro-gestion d'avoir des petits biens comme ça. C'est ça. Autant regrouper ton capital dans quelques biens qui vont apporter la même chose mais avec moins de gestion. Exactement. En fait, je continue de faire grossir mon capital, mais j'ai beaucoup moins d'opérationnel, je me dilue moins, je suis moins dispersé, je suis beaucoup plus focus. Et ouais, c'est la suite logique Et au début, quand je me suis lancé aussi, il faut dire que j'avais 0 stratégie. Au début, quand je me suis lancé, j'ai acheté une première maison. 6 mois après, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Puis j'ai acheté des immeubles, 10 appartements, 20 appartements. Parlons de ça justement. Donc, au début, qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Donc, tu étais employé à la banque, c'est ça ? Non, j'étais technico-commercial. Ok. Je vendais et j'installais, je faisais de la maintenance sur des adoucisseurs d'eau. C'est des filtres pour traiter l'eau, dans le traitement de l'eau. Donc, pas le métier le plus excitant du monde, j'imagine ? Non, rien à voir avec mes études. Donc, en plus, parce que j'étais très fainéant et j'ai fait un bac+5, mais pas parce que j'avais le cerveau. J'ai toujours eu 10 de moyenne. D'accord, ouais. C'était pile. Ah non, c'était toujours le minimum. Ouais. Mais j'étais fainéant dès le début déjà. Donc, je voulais jamais aller sur le monde du travail. Donc, à chaque fois, la facilité, c'était de rester, entre guillemets, étudiant, bien que je payais mes études moi-même en faisant des boulots à côté, parce que je voulais pas coûter d'argent à mes parents.
Mais je voulais pas. Enfin, je me dis, si je vais commencer à bosser, ça va être chiant, quoi. Je vais en avoir pour 40 ans. Donc, déjà, je cherchais un moyen de pas rentrer sur le monde du travail. Je sais que salarié, ça allait pas me convenir, tu vois. Et alors, pourquoi tu l'as fait? Bah parce qu'au bout de bac plus 5, il n'y avait plus rien. Sinon, après ça, c'était un doctorat. Donc, je me dis, pas faire ça. non, bah là, non, c'était pas possible. C'était trop théorique. Donc, au bout de bac plus 5, je me dis, bah, je vais rentrer dans le monde du travail. Donc, là, j'avais appris, j'étais parti 1 an en Australie, 1 an aux Pays-Bas et 6 mois en Allemagne entre temps parce que j'aimais voyager. Ça, c'est un truc qui nous rejoint aussi. Tu as fait 2 ans et demi de sabbatique alors Non, en études, pendant les études. Ouais. Okay, j'ai fait 2 fois Erasmus. Ah, ok, ouais, super. J'ai trouvé un hack. Normalement, Erasmus, c'est qu'une fois. Mais là, maintenant, tu n'avais pas eu le temps de faire Erasmus. Toi, tu as arrêté tes études un peu plus tôt. Ouais, mais Erasmus, ça t'aurait incroyablement plu. Je l'ai fait par procuration en allant voir des cousins qui le faisaient. Ah ouais? Ouais. Alors, ouais, incroyable comme expérience. Et donc, tu as le droit de le faire qu'une fois en France, mais j'ai trouvé un hack si tu changeais d'académie. Il n'y avait pas de... Donc, tu as changé d'académie? J'ai changé d'académie parce qu'il n'y avait pas de dossier qui correspondait. Et donc, j'ai pu refaire... J'ai changé d'académie de région et j'ai pu refaire Erasmus, ils ne l'ont pas su, quoi. Mais tu l'as fait exprès? Ou c'est juste que tu as découvert après, tu n'as quand même pas changé de région juste pour ça? Comment ça s'est passé? Je crois qu'en postulant dans une nouvelle université, enfin c'est un IAE à Lille que j'ai fait, et j'ai découvert que je pouvais faire Erasmus, et là j'ai saisi l'occasion. Ouais. Ok, donc c'est bien, tu avais déjà goûté au voyage, donc tu parlais bien anglais, tout ça. Ouais. Et du coup, pourquoi ce métier qui n'est pas forcément le meilleur que tu puisses trouver après un bac plus 5, j'imagine? En fait, c'est parce que moi, et là on arrive à la liberté. Dès petit, moi je voulais rêver de liberté. L'argent, c'est qu'un moyen pour la liberté. En fait, l'argent, je m'en fous. Hein, tu vois, mais ce qu'on a vraiment en commun tous les deux, c'est la liberté. Et quand j'ai terminé mon bac plus 5, soit je pouvais aller dans un grand groupe, grosso modo gagner 2000, 2500 euros par mois, et puis avoir 4 semaines ou 5 semaines de congés payés en France. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais voyager 6 mois de l'année. Tu vois, c'était vraiment déjà ce que j'avais envie de faire. Après les Erasmus et tout ça. Et mon père, qui avait créé un petit business de traitement de l'eau, m'a dit, bah, si tu viens bosser avec moi, tu bosses 6 mois de l'année, et puis tu vas voyager 6 mois de l'année. Et là, je me suis dit, OK, c'est payé au SMIC, mais OK, banco, quoi, j'y vais. J'économise à fond pendant 6 mois, et je voyage 6 mois en Thaïlande avec un budget de 500 euros par mois. Donc, c'est ce que je faisais. D'accord, donc tu touchais le SMIC pendant 6 mois, donc c'est quand même pas le gros salaire. Ouais. Tu vivais encore chez tes parents à l'époque? J'avais, à ce moment-là, ouais, je devais vivre chez eux à ce moment-là, ouais. Et donc ça te permet d'économiser le loyer. Ouais, je dépensais rien. J'étais dans un petit village dans l'est de la France, vers Langres, pour ceux qui connaissent. Enfin, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, donc tu économises à fond. J'économisais à fond, et dès qu'il faisait moche en France, je partais 6 mois en Thaïlande. Ou en Amérique latine. En Thaïlande? Ouais. Non, Amérique latine. J'ai fait toute l'Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, enfin toute l'Asie du Sud-Est, tous les pays, Birmanie, Philippines. Et c'est bien connu pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est parfait parce que... Backpacking, c'est excellent. Je dormais dans des dortoirs pour 2-3 euros la nuit, tu vois, 3 euros la nuit. Donc, forcément... Là, t'avais quoi, 25 ans? Ouais, j'ai fait ça à partir de 24 ans, ouais. Donc, dès le début, tu as choisi l'aventure, en fait. Ouais, c'est ça. Et la qualité de vie plutôt que les revenus. Carrément. Ouais. Et donc, 6 mois comme ça, alors avec 500 balles par mois, ça doit vraiment... Alors, c'est plus facile de le faire à 25 ans qu'à 40, j'imagine. Ouais. Mais ça doit quand même pas être facile de gérer ton budget à ce point-là. Il faut vraiment faire attention. Tu sais, en Thaïlande, tu peux manger des pâtes thaï à 20 bahts, donc 50 centimes, tu manges dans la rue. Ouais. Tu te loges pour 3 euros. Tu fais 3 repas à 20 centimes, tu te loges pour 3 euros. Après ça, tu prends un billet de bus pour aller d'un point A à un point B, ça coûte entre 5 et 10 euros. Ouais. Un billet de bateau, ça coûte 5-10 euros. Bah, non, tu vis, hein. Et tu vis bien. Enfin, tu vis bien. C'est très, tu vas pas dans des trucs luxueux, hein. Tu vas pas dans les hôtels 5 étoiles. Mais je veux dire, moi, j'étais super heureux. J'avais du temps pour moi et c'était principal. Ça, c'était au début des années 2000? C'était 2005 à peu près. 2005, ouais. Donc, à l'époque, tu n'avais pas eu l'idée de faire un business sur le web. C'était encore vraiment très tôt. Non, force de voyager aujourd'hui. 43. Ouais, donc c'est ça. Donc, si tu as commencé à 25, c'était il y a 18 ans. Ok, donc on est en 2025, c'est-à-dire que tu as fait vers 2007 à peu près. Ouais, j'ai fait plein de voyages parce que je faisais ça tous les ans en fait. Pendant 5 ans, tous les hivers, pendant 6 mois, je partais. J'ai fait l'Inde pendant plusieurs mois, je suis parti en Amérique latine, du Mexique jusqu'à Buenos Aires en Argentine. On a fait 20 pays en bus. Dans toute la cordillère des Andes, on a fait 20 pays. Toute l'Amérique centrale, Costa Rica, Belize, Nicaragua. Donc ça, c'était un voyage de 6 mois. Quand tu dis on, c'était qui? C'était avec ma chérie que j'ai rencontrée à l'époque. On s'est rencontrés au Vietnam, dans un bus. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on a 2 enfants. Et elle était hôtesse de l'air. Donc en fait, histoire, ouais. Dès le début, ça a été le voyage. Tu vois. Le leitmotiv, ça n'a jamais été l'argent, ça a été la liberté. Et donc à cette époque-là, en voyageant, je me dis, avec ma chérie, on s'est dit, on a 2 choix. Soit on continue de voyager tout le temps, parce qu'on rencontrait beaucoup de gens, notamment en Inde, qui voyagent depuis 30-40 ans, tu vois, qui sont un peu hippies. Quand tu vas en Inde, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu
un peu hippies qui voyagent depuis des dizaines d'années, C'est clair. mais qui ont zéro budget. C'est-à-dire ils vivent avec 300 euros par mois, mais depuis 30-40 ans. Donc même, j'ai rencontré un Italien, ça m'avait surpris. Le gars, même pour aller voir son père, le décès de son père, il n'avait pas de thune pour se payer le billet d'avion, tu vois. Donc à l'époque, j'avais un choix. Soit je deviens, entre guillemets, hippie, c'est-à-dire vivre toute ma vie avec un petit budget, ou alors je me mets vraiment au travail. Je ne sais pas comment gagner de l'argent. À l'époque, je ne savais même pas que ça allait être l'immobilier. J'avais entendu parler de l'immobilier, mais je ne connaissais rien. Je me dis, en tout cas, je me démerde. J'essaie de trouver de l'argent, de gagner de l'argent pour pouvoir voyager tout le reste de ma vie. Donc c'était ça mon choix à l'époque. Et je suis très content d'avoir choisi finalement le fait d'avoir travaillé quand même très dur pendant 15 ans pour pouvoir ne plus jamais travailler entre guillemets de ma vie le reste. Oui, parce que là, si tu le souhaitais, tu pourrais arrêter de bosser demain. Ouais. Tu pourrais prendre ta retraite à 43 ans. Oui, je pourrais prendre ma retraite si je le voulais. Ouais. En vivant de ton capital, de tes investissements, etc. etc. Ok, donc tu as vraiment commencé tôt comme ça. Donc ok, tu as ce petit boulot là qui te paye au SMIC, tu commences à voyager avec pas beaucoup d'argent, tu as cette réalisation. Ouais. Donc tu te mets en quête d'une manière de gagner plus d'argent. C'est ça. Tu as mis combien de temps avant de trouver une formule gagnante ? Pour vraiment gagner de l'argent dans l'immobilier, j'ai bien mis mon tout premier bien, je l'achète, j'ai 26 ans. Et j'ai bien mis 10 ans avant de craquer le game. Hein. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces vidéos YouTube, il n'y avait pas ne serait-ce que ce podcast-là, tu vois, ça va peut-être me donner un déclic à un jeune, ou ça va peut-être lui faire un raccourci, ou je ne sais pas. Oui, et ça, c'est tellement important. Aujourd'hui, on vit dans l'abondance de ce type de contenu, mais il faut se rendre compte que dans les années 2000, il n'y avait rien de tout ça. Ouais. Il y avait les programmes officiels à la radio, à la télé, les gens ne parlaient pas de ça. Il y avait des émissions comme Capital qui étaient un peu sensationnalistes et plus pour taper sur les entrepreneurs qu'autre chose. C'était très difficile de trouver les conseils. Un des seuls trucs qu'on regardait à l'époque, c'était Capital le dimanche soir. Moi, c'était le truc de l'argent pour créer de la richesse, tu vois, Capital. Mais Capital était quand même... Il y avait des bonnes émissions à l'époque, hein, je trouve que c'était assez bien fait, mais il n'y avait que ça. Alors que maintenant, c'était pas une émission de conseil, vraiment. Enfin, il tapait quand même beaucoup sur les entrepreneurs, ça dépendait. Mais c'était déjà des business models qui étaient déjà inaccessibles pour nous, en tout cas. Exactement. C'est plus aussi facile que maintenant avec Internet. La vraie source à l'époque de formation, c'était les bouquins. Ouais. Et puis faire les choses par soi-même. Donc, tu as commencé à lire des livres. Comment tu as fait pour... Tout premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment mis une claque, c'est en Thaïlande, sur une petite île à Koh Tao. On passe dans une librairie d'occasion, tu vois. Donc on voyageait avec le budget avec ma chérie. Il y a un bouquin qui s'appelait Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki. Et c'était écrit, le titre c'était « En quoi les riches investissent ce que les pauvres ne font pas ». Donc c'est intéressant, tu n'as pas démarré par Père riche, Père pauvre comme beaucoup. Non, j'ai découvert ce bouquin-là et ma chérie, je savais que j'étais déjà intéressé par comment gagner de l'argent pour avoir une meilleure vie. Elle voit le mot riche dessus, elle me dit tiens, ce bouquin-là pourrait être intéressant. Je regarde vite fait dedans et je vois plein de graphiques avec des flèches. Ça me semble super compliqué. Bon, je l'achète quand même, tu vois, il devait être à 3 €, un bouquin d'occasion. Et j'ai lu ce truc-là et ça m'a mis une claque monumentale. Et en fait, c'était hyper simple. Les tableaux, une fois que tu les lis, tu comprends tout. Et ça a défini complètement ma façon de penser pour le reste de ma vie, en fait. Tu peux expliquer rapidement le concept ? Ouais, donc tu as un diagramme avec 4 carrés. Donc le premier carré, c'est E, employé. Donc c'est tous les gens qui sont employés comme je l'étais à l'époque. C'est-à-dire que tu vends ton temps contre de l'argent. Tu n'as pas beaucoup d'effet de levier. Tu es capé. Tu n'as que 24 heures dans une journée. Et moi, je gagnais le SMIC à l'époque, 1002. Deuxième cadran, c'est I, indépendant. C'est-à-dire que là, tu commences à avoir des revenus un peu plus élevés. Tu peux être par exemple profession libérale. Tu peux être avocat. Tu peux facturer beaucoup plus cher ton heure. Tu peux être dentiste. Le problème, c'est que tu vends encore ton temps contre de l'argent. Donc, tu es encore capé à 24 heures par jour. Troisième cadran, c'est B, business owner. Donc là, tu commences à avoir un petit business. Ça peut être un business en ligne, comme tu sais très bien le faire avec tes élèves. Comme je l'ai fait aussi avec accompagner des gens sur Internet pour investir dans l'immobilier. Donc là, tu as une équipe, tu es business owner et tu es décorrélé. Ton temps est décorrélé de la valeur que tu produis. Donc, tu peux littéralement avoir 50 personnes dans ton équipe. Ça te fait 50 temps plein. Et toi, tu travailles sur ton business et non plus dans ton business. Donc, ça, c'est business owner. Et le dernier, c'est I. Donc là, c'est la transition que je suis en train de faire et c'est le challenge que je suis en train de relever depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et je me donne encore 1 an pour vraiment avoir des gros résultats. C'est investisseur. Et donc là, tu n'échanges plus ton temps contre l'argent. Tu n'as plus de clients à gérer. Tu investis simplement ton argent. Donc, tu fais en sorte de faire fructifier ton patrimoine et que ton argent travaille dur pour toi. Donc là, tu réalises que tu es dans la case E et que c'est pas une situation d'avenir.
Bah, je me dis, c'est génial, il y en a 3 derrière, quoi. C'est cool. Là, tu as un objectif précis. Ouais, là, je me dis, bah, déjà, je me dis, il faut que je passe dans le B, quoi. Faut que j'arrive à créer un business, en fait. Il faut que je sois propriétaire du business. Je vais pas pouvoir rester au SMIC. Enfin, tu peux, hein, il y en a qui le font toute leur vie, ils sont heureux. Le principal, c'est d'être heureux. Mais moi, j'étais pas heureux dans ma case E. J'ai des potes qui sont dans la case E, qui sont super heureux. Oui, bien sûr. Ils décrochent à 5 heures du soir, mais moi, j'ai jamais voulu être payé en fonction des heures que je veux faire. Je voulais être déjà payé en fonction des résultats que j'allais obtenir. Puis il faut quand même rappeler qu'en France, il n'y a que 6% des employés qui sont passionnés par leur job. Hein. C'est énorme. C'est énorme, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. C'est flippant, il y en a 25% qui haïssent activement leur boulot. Hein. Et je trouve que c'est tellement dommage parce que notre vie, c'est un éclair. Donc si tu passes l'essentiel de ta vie dans un boulot dont tu n'es pas passionné, et puis donc ça veut dire que la majorité, ils sont dans un boulot qui, ok, ils détestent pas, mais ils sont pas passionnés non plus. Tu vois, c'est un truc, ok. C'est simplement pour payer les factures à la fin du mois. Oui, il y a rien de plus triste des que ça. tickets resto, des machins, enfin c'est horrible, quoi. Ouais. Donc c'est la vie grise, en fait. Donc tu te dis, ok, alors comment tu te dis, ok, je vais m'extirper de cette case E pour aller dans les autres? Je me dis, je vais faire de l'immobilier pour déjà faire un effet de levier. C'est ce que recommande Kiyosaki? Kiyosaki, ouais. Donc, je découvre ce bouquin-là. Après ça, je commence à découvrir le développement personnel et les bouquins d'enrichissement. Donc là, une fois que tu commences à tirer cette ficelle-là, tu découvres plein de trucs. Ouais. Et là, j'ai vraiment accéléré. Enfin, vraiment accéléré. Pas accéléré directement parce que les résultats, tu les vois pas dès le début, mais en tout cas, ça m'a ouvert un champ des possibles complètement inimaginable, tu vois. Et pourtant, je suis pas un grand lecteur, mais là, j'ai dévoré des bouquins. Il y a plein de bouquins hyper intéressants qui parlent de richesse. Et littéralement, on peut changer sa vie, ne serait-ce qu'avec les bouquins. Après ça, il faut appliquer ce qu'il y a dans les bouquins. Bien sûr. Mais si tu donnes un horizon de temps assez long, de 10 ans, et que tu appliques ce qu'il y a dans les bouquins, et un bouquin, ça coûte rien, ça coûte 20 balles, hein, eh bien, tu vas vraiment changer ta vie dans un horizon de 10 ans. Il y a zéro doute là-dessus. C'est clair. Moi, mon premier blog à succès, ça a été des livres pour changer de vie. Et j'ai toujours dit à mon audience, si vous lisez ne serait-ce que 2 livres par mois de qualité, au bout de 10 ans, ça fait 240 livres de lus. C'est énorme. Je veux dire, en termes d'horizon intellectuel, de compréhension du monde, de capacité à mettre en place des bonnes actions, la différence est démentielle par rapport à quelqu'un qui en a lu 0. Carrément. C'est incroyable. Donc, ok, tu commences par les livres et du coup, c'est ça qui te donne la motivation d'acheter ton premier bien. Et tu as dit, mais tu as mis longtemps à comprendre le game, donc tu as fait beaucoup d'erreurs, tu as perdu de l'argent. En fait, le premier bien que j'achète, à 18 ans, je sais qu'il faut que je fasse de l'immobilier, tu vois, parce que je me dis, je veux. Ah, donc c'était largement avant de découvrir ça. Ouais, je voulais gagner de l'argent quand même. Je voulais de la liberté. Mais j'ai eu plein de phases de réflexion dans ma vie, tu vois, parce que tu sais pas en fait ce que tu veux faire. Mais je sais que je voulais avoir de la liberté, top priorité. Deuxième priorité, pour avoir de la liberté, il faut et du temps et de l'argent. Il faut les deux. Si tu n'as que de l'argent, et il y en a beaucoup, des fois, de personnes que je fréquente qui ont beaucoup d'argent, qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas spécialement de temps. Et c'est un choix personnel. S'ils l'analysent et qu'ils sont OK avec ça, c'est bien, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je veux et du temps et de l'argent. Et si je devais choisir qu'une chose, je préfère avoir que du temps. Même vivre dans une forêt, mais avoir du temps pour moi, être heureux. Oui, si tu as de l'argent et que tu n'as pas de temps, ça sert à quoi? Parce que tu peux même pas le dépenser comme tu veux, quoi. Donc, tu peux même pas le dépenser, en fait. Mais il y a des gens qui sont dans le game de l'argent, parce que c'est un game, hein, tu t'y prends, et une fois que tu sais créer, entre guillemets, des grosses sommes d'argent, c'est grisant, tu vois. Tu as envie. Grisant. Et après ça... Il y a un mix entre... C'est à la fois un score de jeu vidéo pour un entrepreneur, et il y a aussi un mix, c'est bon pour l'ego, parce que ça montre qu'on sait... on sait mieux faire ça que pas mal de gens. Et dans notre société actuelle, le fait de savoir créer de l'argent peut être assimilé à une forme d'intelligence, ce qui n'est pas spécialement le cas, mais en tout cas une forme de réussite. Et c'est vrai, c'est une forme de réussite. C'est une forme de réussite. Ouais. Mais donc ça peut être une forme d'accomplissement personnel du fait de savoir créer de l'argent. Et j'adore créer de l'argent, hein. Je crache pas du tout dessus. Mais il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, en fait. Ouais. L'argent, et encore une fois, là, je pense qu'on se rejoint sur ce point-là, c'est que l'argent est au service de notre vie et c'est pas une fin en soi. On s'en fout, toi comme moi, finalement, je pense que ça, on a vraiment un point, c'est on s'en fout de l'argent. On veut que ça nous facilite la vie, en fait. C'est un peu de la fuck you money pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et si demain on veut prendre un billet d'avion pour aller sur une plage n'importe où, on peut y aller. Oui, ça me fait penser à un couple d'amis qui vivent ici à Dubaï. Ils se sont dit un jour, tiens, on a envie de fumer un pet, puis ils ont pris un billet pour la Thaïlande, quoi, tu vois. On dira pas qui c'est. On va pas dire qui c'est, mais c'est vrai qu'à Dubaï, ils sont très sévères là-dessus, donc c'est pas le bon endroit pour fumer un pet. Mais là, en Thaïlande, maintenant, c'est complètement légalisé. Donc, ils se sont dit, allez, on y va. Ils sont passés le week-end là-bas, ils sont revenus. J'aime ce genre. En business, quand même. Ouais. Alors, bon, c'est sûr qu'ils ont de l'argent, mais quand même, j'aime ce genre de mentalité. Où tu dis, ça permet d'avoir de la liberté, en fait, et de pouvoir faire ce que tu veux, de pas avoir à subir des choses que tu veux pas subir. C'est génial. Et donc, donc le premier bien.
premier bien. Donc, j'ai 18 ans, il faut que je fasse de l'immobilier, mais je ne sais pas comment. J'attends 26 ans avant d'acheter mon premier bien, avant de trouver un premier déclic. Il se passe 8 ans quand même. 8 ans, c'est énorme. Tu n'as pas cherché ou t'as... Simplement que j'avais une idée dans le coin de ma tête, j'étais encore étudiant, je savais qu'il fallait que je fasse de l'immobilier. Enfin, j'avais entendu dire que l'immobilier, et j'avais vu dans mon village que les plus belles voitures... Je suis issu d'un village de 1500 habitants, donc il n'y a pas de gens très riches, mais les 2-3 Mercedes qu'il y avait, qui n'étaient pas des voitures françaises, même si c'était pas des Mercedes toutes neuves, j'ai vu que c'était des gens qui louaient des appartements. Donc ça m'a fait un petit déclic en me disant, ouais, l'immobilier, c'est quand même pas mal. J'avais beaucoup joué au Monopoly aussi, qui, mine de rien, est un très bon jeu, très bien fabriqué, comme Cashflow Quadrant, comme Cashflow aussi, le jeu de Kiyosaki. T'as déjà joué, non, Cashflow ? Non, je savais même pas. Il a créé un board game, en fait, Kiyosaki, qui s'appelle Cashflow. D'accord. Qui est très bien fait aussi sur la gestion de ses finances personnelles. Je vous encourage à les jouer. Tu peux y jouer en ligne gratos. Tu tapes Cashflow sur Internet et tu peux jouer avec des gens du monde entier. Ah, bah top. Et puis, donc, j'ai beaucoup Monopoly. Donc, je savais que l'immobilier, tu vois, c'était des revenus passifs. Monopoly, t'achètes tout ce que tu peux, et à chaque fois, les gens t'engrangent, quoi, en fait. Même si c'est un jeu, dans la vraie vie, c'est comme ça. Quand tu as 50 appartements et que tous les mois, tu as 50 loyers, ta vie, elle est différente que quand tu échanges ton temps contre l'argent. Et donc, j'attends d'avoir 26 ans pour avoir la première opportunité. Mes grands-parents décèdent, malheureusement. Ils étaient agriculteurs, ils avaient une ferme en ruine. Mes parents habitaient à 50 mètres de cette ferme. Je me souviens, on mangeait à midi, ma mère me dit, t'as qu'à acheter cette ferme-là, pourquoi tu l'achèterais pas ? Et vu que j'adorais voyager, mais tu fais des chambres d'hôtes, et comme ça, tu n'auras pas besoin de voyager. Tu as les gens qui vont venir chez toi, et vu que tu aimes bien rencontrer de nouvelles cultures... Tu pourras voyager sans voyager. Tu pourras voyager à domicile. Et moi, je me dis, putain, mais c'est excellent comme idée. Elle est super ta maman, là. Super. Et en fait, c'était pas... Alors, maman, si tu regardes, je t'embrasse, mais ça part d'un bon conseil. Et d'ailleurs, je suis très content qu'elle m'ait mis un petit coup de pied au cul, parce que ça m'a permis de faire ma première opération. Enfin, qu'elle me donne l'idée, c'est pas elle qui me l'a financé, c'est moi. Mais... c'était pas une bonne idée parce que j'ai acheté une ferme qui était en ruine, je l'ai payé 40 000 €, donc c'était pas cher. Mon raisonnement, c'était de me dire 40 000 €, je risque rien, tu vois, parce que c'est un bâtiment qui faisait 450 mètres carrés, c'était énorme, sur 3 étages, sauf qu'il y avait plus que 4 murs. Il a fallu arracher la façade, il n'y avait pas de salle de bain dedans. Mes grands-parents étaient vraiment en mode... à l'ancienne, c'est-à-dire que ils n'utilisaient pas de salle de bain, tu vois. Il y avait une salle de bain, mais qui n'était pas utilisable, en fait. Ils se faisaient comme la France d'il y a, tu vois. Longtemps, c'était vraiment en retard là-dessus. Donc, une ferme, pour te dire, chez mes grands-parents, il y avait les poules sur la table quand tu mangeais chez eux. Il y avait des crottes de poules partout dans la cuisine et tout ça. C'était vraiment dans un état de délabrement. Donc, tu as payé combien de fois en travaux ? J'ai remis 200 000 € dedans. J'ai travaillé pendant 5 ans dedans. Ça fait plus de 4 fois le prix d'achat. Ouais. J'ai travaillé 5 ans dedans, tous les week-ends, tous les soirs. Donc, j'étais encore salarié. Je passe 5 ans de ma vie à refaire les travaux, la toiture, la façade. Je connaissais absolument rien. Donc, au début, j'ai des potes qui venaient m'aider. Je les payais en bière et en barbecue. Ils sont venus 2-3 mois. Après ça, ils en ont eu marre. Je les comprends parce que c'est normal. Les pauvres, et je les remercie d'ailleurs s'ils nous regardent. Salut, merci les gars. Et puis après ça, en tout cas, j'ai appris la plomberie, l'électricité, le revêtement. J'ai des potes qui sont venus m'aider. On s'est débrouillé comme ça. Et 5 ans, 200 000 € de travaux. Et un truc que j'ai pas analysé. Comment t'as emprunté pour ça ? Ouais, j'ai fait un emprunt. J'ai fait un emprunt et j'ai mis tout l'argent. J'ai fait plein d'heures sup aussi pour pouvoir. En fait, j'ai dépensé rien. Pourquoi je dormais dans la poussière, c'est-à-dire que je dormais, il n'y avait pas de chauffage. Au début, il n'y avait rien du tout. J'ai mis un petit poêle à bois, donc j'avais zéro, mais il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait rien. Donc je dormais, il faisait, je sais pas, il faisait 8 degrés, tu vois. Dans les trucs, on dormait sous sac de couverture. Et ta femme était là ? Ouais, c'était avec ma femme. Dans tout, là, on faisait de la maçonnerie, les brouettes. Donc j'ai mes potes, ils passaient, après m'avoir filé 2-3 mois des coups de main, ils allaient faire de la moto. Moi, j'étais motard aussi. Et ils passaient devant la maison, ils me faisaient coucou le samedi quand ils allaient se balader. Et moi, j'étais en train de faire de la maçonnerie, tu vois, pour remonter ma ferme. Donc 5 ans à faire travaux tous les soirs et tous les week-ends. T'avais pas prévu ça au début ? Non, j'avais pas prévu ça. En fait, j'ai fait une grosse erreur. J'ai pas fait de business plan. Je me dis, je vais faire les travaux et on verra le temps que ça dure. Et c'était énorme comme projet. Elle était gigantesque, la ferme. Donc ça dure 5 ans. Je fais un crédit et je mets toutes mes économies dedans. Au bout de 5 ans, j'ouvre mes chambres d'hôtes et je me dis, ça y est, le jour de gloire est arrivé, ça y est, j'ai réussi mon projet, tu vois. Et personne vient ? Mais si, des gens viennent, mais je loue des pioles à 50 €. C'est situé dans l'est de la France, dans un petit village qui s'appelait Fébillo. Il n'y a aucun touriste parce qu'il n'y a pas de mer, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'industrie, donc il n'y a même pas de cadres qui viennent dormir. En fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que des Hollandais qui passent l'été. Une nuit, parce que ça fait pile poil la route entre Amsterdam et le sud de la France. Ça fait 7 heures de route et 7 heures de route. Ah, waouh. Donc, j'ai que des gens qui s'arrêtent pour une nuitée. Donc, on les accueille jusqu'à 11 h du soir, parce qu'ils sont toujours en retard, des bouchons sur la route, et ils partent à 6 h du mat. Donc,
Je me lève, on fait avec ma chérie. Là, tu voyages pas trop sans Bah, ouais, pas trop, non. On se lève à 6h du mat, donc juillet-août, bah, c'est là où on travaille le plus, alors que nous, le but, c'était d'avoir de l'indépendance financière, c'est là qu'il fait beau. Donc, on reste à la maison, on fait les petits déj à 6h du mat. Les gens partent, après ça on fait nos lessives, mais on habite dans une région où il pleut tout le temps, même en juillet-août, il pleut quasiment tous les jours, donc ton linge, bah faut le rentrer, sortir plusieurs fois par jour, enfin c'est une vraie galère, Wow. et ils arrivent jusqu'à 11h du soir, donc en fait on s'achète, on est vraiment réellement esclave, on a un deuxième travail, on gagne les meilleurs mois, peut-être 2500 € par mois, tu vois, à l'été peut-être un peu plus 3-4 000, mais l'hiver il se passe pas grand-chose, donc en moyenne sur l'année ça fait 2000 € par mois en plus, ce qui est excellent pour moi à l'époque, parce que j'étais au SMIC. Sauf que je me suis acheté un deuxième travail. J'ai pas fait un investissement qui travaille pour moi. Et surtout, faut le temps quand même pour rembourser un prêt de 200 000, enfin 240 000 en tout. 200 000 plus 40 000. Ouais, en tout, ça m'a coûté à peu près 200 000. J'ai dû remettre. 240 000. Et 200 000 pour les travaux. Ouais. Donc quand tu fais 2 000 par mois en plus, ça fait, il faut 10 ans pour rembourser. Un peu plus de 10 ans. Ouais. Et donc là, je me dis, peut-être grosse descente, enfin gros coup pas de déprime, mais en tout cas, je me sentais mal parce que je me disais, j'ai passé 5 ans de ma vie en fait pour faire rien. Et le pire, c'est que la ferme que j'ai rénovée, elle valait, si je voulais la revendre, elle était toute rénovée, bien nickel, mais elle valait 200 000. Enfin, 240 000, 220 000 à peu près. Donc c'était exactement le prix qu'elle m'avait coûté. Sauf que j'ai mis 5 ans à la rénover. Donc j'ai travaillé 5 ans gratuitement pour finalement devenir une femme de ménage de luxe. Parce que j'étais devenu une femme de ménage de luxe. Hein. Je passais mon temps à nettoyer les douches et à faire. C'est ça, les chambres d'hôtes. Hein. Parce que les gens, des fois, il y a des gens sympas avec qui tu discutes. Mais tu passes plus de temps à faire le ménage. Enfin, moi, vu que les gens restaient pas longtemps, et beaucoup d'entrées et de sorties. Si tu es dans le sud de la France, c'est peut-être différent. Mais là, on était des femmes de ménage. Bien payées, mais des femmes de ménage. Donc on a mis 200 000 €, on a fait un crédit, on s'est serré, on a vécu dans la poussière, dans le froid. Vraiment, c'était une période difficile pour, à la fin, avoir un deuxième travail. Et là, on se dit, merde, putain, c'est pas ça le truc. Et là, tu t'es rendu compte que là, le problème, c'est que tu n'avais pas fait d'études de marché avant pour savoir si ça allait intéresser les gens. Grosse erreur que j'ai faite, je ne savais pas combien allaient me coûter les travaux. J'y suis allé à fleur au fusil. Et surtout, c'est que je ne savais pas combien le bien, une fois rénové, il allait valoir. En fait, si ça ne vaut pas plus cher que ce que ça va te coûter, il ne faut surtout pas le faire. Mais moi, en ayant zéro connaissance et en ayant ma maman qui me dit pourquoi tu ne reprends pas la ferme, ma seule réflexion, c'est 40 000 €, je ne prends pas de risque, ça fait 400 mètres carrés. Si tu fais calcul du prix au mètre carré, ça fait 100 € du mètre carré. Dans le village, ça coûte à peu près 1 000 € du mètre carré, mais je n'ai pas anticipé la rénovation et combien ça pourrait valoir à la fin et tout le travail que ça allait nécessiter. Bon, par contre, tu as eu 5 ans de formation intense et maintenant, ça te sert pour l'achat de tes biens parce que tu as un œil quand même peut-être pas d'expert, mais en tout cas pas juste d'amateur qui découvre le truc. Tu as bossé dans l'immobilier pendant des années et tu sais voir probablement s'il y a des problèmes dans la qualité du bien, ça etc. m'a énormément servi. Je le vois maintenant sur les entreprises que je gère qui me font des rénovations parce que je fais plus des travaux moi-même. Je vois exactement le coût que ça va, le temps que ça va prendre, le coût que ça va avoir et la rentabilité que je vais avoir et la plus-value que je vais faire sur un achat-revente par exemple. Donc ça n'a pas été une période très productive ces 5 ans, mais par la suite, ça a été une expérience que j'ai pu vraiment valoriser et qui pour le coup était vraiment gratifiante. Et donc alors, combien de temps t'as mis à te dire il faut que je passe à autre chose ou que... Au bout de... Parce que pendant ces 5 ans, t'as pas voyagé du tout, du coup. Si, l'hiver, on partait quand même en Thaïlande. Ah ouais. Enfin, quand je dis Thaïlande, c'est parce que c'est le pays où on a été le plus souvent, mais on a fait toute l'Asie du Sud-Est. Donc d'un coup, c'était les Philippines, un coup, c'était tu voyageais l'Afrique du Sud. 3 mois par an à peu près. Ouais, 3-4 mois. On partait quand même 3-4 mois par... Quand même, ok. Ouais, ça dépend des années. Ça dépend des années, quoi. Ouais, ça fait 20 ans qu'on voyage tous les hivers quasiment. Donc ça dépend. Mais tous les ans, on part au moins 1 ou 2 mois. Voilà. Puis de toute façon, c'est la période calme. Il n'y avait personne. Janvier, il n'y avait personne dans les chambres d'hôtes. Donc au bout de 2-3 ans, des chambres d'hôtes, alors je me souviens plus si c'était avant qu'elle soit terminée ou pas, mais je rachète une deuxième maison dans le village. Tu vois, parce que je me dis là, ça va pas assez vite. Tu refais un prêt Je refais un prêt. Là, c'est grâce à tes 2 000 € par mois en plus, ça passe. Ouais, donc là, j'ai plus de revenus, donc je peux lever un peu plus de dettes. Et j'achète une toute petite maison à 23 000 €. Donc toute petite maison. C'est pas cher. Ouais, pas cher. Où là, je fais un peu de travaux. Donc je la rénove, je la mets en location et c'est à peu près à l'équilibre. Parce que je remets quand même un peu de travaux. Donc je fais une opération à peu près blanche, c'est-à-dire que mes remboursements à la banque sont payés par les loyers. Mais il faut quand même que je paye la taxe foncière, quand il y a un problème, que je mette un peu d'argent de ma poche, tu vois. Je fais une deuxième maison, puis j'en fais une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Donc ça, c'est que des petites maisons à 30 000 € à peu près, tu vois, vers chez moi. Et là, à ce moment-là, je me dis,
ok, ça va pas assez vite en fait, il faut que j'accélère et que j'aille chercher des immeubles. Parce que à ce rythme-là, si à chaque fois je suis à l'équilibre, je gagnerai de l'argent dans 20 ans quand mes prêts seront remboursés. Et c'est à ce moment-là où je recroise Julien, que tu connais, qui est mon associé et mon cousin, avec qui on joue au Monopoly énormément pendant les repas de Noël ensemble, qui lui a commencé à investir dans l'immobilier, mais qui est bloqué parce qu'il ne connaît pas trop les travaux. Et moi, je suis un peu bloqué parce que les banques commencent à me dire non, au bout de 3-4 maisons, tu vois. Et là, on se recroise dans le sud de la France par hasard. On refait le monde toute une soirée en se disant, tiens, on investit dans l'immobilier chacun de notre côté, c'est marrant. Et on commence à unir nos forces. Lui, il m'apprend le montage financier, qui a énormément de valeur, et l'imposition, parce qu'il était inspecteur des impôts aussi à ce moment-là. Et moi, je lui apprends tous les travaux et toute la négociation. Et à partir de ce moment-là, on commence à acheter des immeubles. Donc, on achète un premier immeuble de 4 appartements, puis un deuxième de 5, puis un immeuble de 8. Et on achète des immeubles tous les 6 mois, dès qu'on trouve une bonne affaire. Dans quelle ville ? Dans le sud de la France, Béziers, vers les alentours de Nîmes, dans l'est de la France aussi, dans les alentours de Nancy, enfin voilà. Et donc là, sur les immeubles, c'était des bonnes opérations ? Ouais, on a fait des bonnes opérations. Là, on a commencé à gagner de l'argent, puisque en couplant toutes ces connaissances, au bout de 10 ans, là, ça faisait déjà quand même, à ce moment-là, 6, 7, 8 ans que j'avais commencé l'immobilier. Donc j'avais déjà fait beaucoup d'erreurs, j'avais déjà éliminé plein de trucs qui ne fonctionnaient plus. On a commencé à déterminer ce qui fonctionnait réellement et on a pu accélérer en ayant des bons résultats. Et là, on a commencé à avoir, c'est-à-dire, on empruntait tout l'argent à la banque. La force qu'on a eue, c'est qu'on a toujours emprunté tout à la banque. Moi, j'étais au SMIC, mais je me suis fait financer 40 appartements en étant au SMIC. Oui, ça, c'est un des gros avantages de la France, c'est que tu peux te faire financer 110% du bien. Ouais. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a beaucoup de pays où c'est pas possible. C'est, à ma connaissance, le seul pays où ça existe. Hein. Oui, j'en connais pas d'autres. Au Canada, où j'ai acheté un immeuble, je peux te dire, il y a 20% d'apport pour les Canadiens. Moi, en tant que non-résident, j'ai dû mettre 35% d'apport. Pareil, États-Unis, il y a apport, Belgique, Espagne, tous les pays que je connais, ils sont en apport. Et c'est pour ça que les Français sont si amoureux de l'immobilier, parce que c'est vraiment un facteur d'ascension sociale et économique clair. Parce que tu peux vraiment démarrer de zéro. On en a la preuve. Hein. Ouais. Après, bien sûr, il y a aussi des victimes, dans le sens des gens qui n'ont pas réussi à percer avec ça. Mais quand tu t'accroches et que tu réfléchis à tes erreurs et tout ça, comme ce que tu as fait, tu peux t'en sortir. Clairement. Ouais. Et donc là, on commence à acheter des immeubles. Donc toujours à chaque fois, notre business model était clair. Hein. On emprunte la totalité de la somme, le prix du bien, les frais de notaire et les travaux à 110%. Et le but du jeu, c'est que notre loyer soit largement supérieur à ce qu'on va rembourser à la banque. On fait des crédits longs. Dans certains cas, on arrive à faire même des différés de crédit. C'est-à-dire qu'on va toucher les loyers pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans certains cas. Donc on fait monter notre trésorerie. Tu achètes un bien immobilier qui te rapporte par exemple 2 000 € par mois. S'il y a 4 appartements à 500, ça te fait 24 000 € par an. Sur 3 ans, ça te fait 72 000 €. Donc, tu passes de 0 à 72 000 € sur ton compte. Et tu es propriétaire d'un bien. Et au bout de... Et en plus, tu as le capital 3 ans. Et au bout de 3 ans et 1 mois, tu commences à rembourser le capital. Et là, en fait, ça fait boule de neige. Et là, on se dit, waouh, c'est trop fort, l'immobilier, c'est trop cool. Et tu vois, mais pour y arriver, il faut que tout soit bien aligné. C'est-à-dire qu'il faut que tu achètes en dessous du prix. Il faut que tu fasses un bon montage financier. Il faut que tu négocies bien. Il ne faut pas que tu te fasses avoir par les... Il faut que tu fasses des travaux judicieux sans te faire avoir par l'artisan. Mais une fois que tu sais faire ça, ce qui me semble maintenant, moi, très simple et très logique, parce que j'ai un petit peu oublié comment j'ai commencé il y a 20 ans ou les difficultés que j'ai eues, mais une fois que tu sais faire ça, effectivement, la France, c'est un des meilleurs pays au monde pour investir dans l'immobilier. Oui, et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage quand même que les Français soient autant amoureux de l'immobilier, parce que je trouve que ça se fait au détriment de l'entrepreneuriat, en fait. Ouais. Tu vois, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé comme toi, et clairement, je pense que c'est le pays du monde où les gens sont le plus à fond dans l'immobilier. Enfin, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vrai. Alors, il y a des gens passionnés par l'immobilier partout, mais en proportion, je trouve que en France, c'est presque du délire. Mais ça s'explique par le fait que tu n'as pas besoin de faire d'apport et que tout le monde peut vraiment s'en sortir avec ça. La plupart des gens pensent qu'on peut faire d'apport. Parce que tu sais, on accompagne des gens à investir dans l'immobilier depuis 6 ans maintenant. On a accompagné 4000 personnes, donc on a vu passer beaucoup d'élèves. Et la plupart des gens, même quand on fait un post encore sur les réseaux, tout ça, je vois les gens, oui, non mais arrêtez, on est obligé de mettre un apport, ça. Non, il y a beaucoup de banques qui vont te dire, on veut un apport, mais quand tu sais chercher, monter un bon dossier de ça, tu peux encore... Et ça a toujours été le cas, hein, depuis 20 ans, tu as toujours pu, même si c'est des périodes plus ou moins faciles, investir sans apport. Ouais. Ça a toujours été le cas. Depuis que j'ai commencé l'immobilier, c'est toujours été le cas. Il y a toujours eu des possibilités de le faire. Plus ou moins facile, mais toujours possible. Ouais, donc voilà, j'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage. En même temps, bon, c'est une manière comme une autre de devenir indépendant financièrement. Ouais. Là, je trouve quand même que ça change un petit peu, que les Français veulent peut-être plus devenir entrepreneurs qu'il y a 20 ans, tu vois. Ouais. Peut-être grâce à tous ces podcasts qu'on fait d'ailleurs et tout ça. Ouais. Mais bref, donc pour revenir au sujet, donc là, ça commence à cartonner finalement. Ouais. Et on est vers quelle année là ?
Là, quand on a vraiment commencé à gagner de l'argent, ça faisait 10-12 ans que j'avais commencé l'immobilier. Et Julien, qui s'est associé avec moi, lui a commencé plus tard. Il s'est vraiment énervé. Il a fait son parc immobilier à peu près en 4 ans. Il a acheté 40 appartements. Wow. Et moi, les 40 appartements, je les ai achetés peut-être sur une période de 10 ans. Et en tout, on a acheté 104 appartements à l'heure actuelle. On tient le compte, c'est un petit peu notre... En tout, ouais. Wow. En tout. 104, ouais, 104, dont certains que j'ai vendus. Par exemple, lui, il vient de racheter un immeuble de 16 appartements l'année dernière. Et moi, je viens de vendre une grosse partie de mon parc immobilier parce que ma stratégie a évolué. C'était plein de petits biens pas chers, des petites maisons à 30 000 €. Ouais. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. Donc, tu n'as pas gardé les maisons de village, alors? Non, je ne les ai pas gardées. C'était des très bonnes... Et puis, ma stratégie a changé puisque c'était des biens à cash flow qui dégagent de la rentabilité, mais qui ne prennent pas beaucoup en valeur. Et maintenant, j'ai plutôt envie, à titre personnel, de faire de l'achat-revente, gagner 500 000 € sur une opération en l'espace de 6 mois, 1 an, plutôt que d'avoir 300 € de cash flow par mois. Donc c'est bien pour commencer le cash flow, c'est ce que je conseille aux personnes que j'accompagne en fonction de leur situation. Ça dépend de leurs objectifs, ça dépend de la situation où elles sont à l'instant T et ce qu'elles veulent faire, tu vois. Mais c'est deux stratégies qui sont complémentaires en fait. La stratégie de cash flow pour avoir des revenus réguliers tout le temps, donc par du locatif quand tu achètes pas cher, ou alors faire de l'achat-revente pour dégager des grosses sommes d'argent. Et quand tu l'as vendu, tu l'as vendu. Après, tu n'as plus de revenus. Ok, donc à partir de quand tu as pu lâcher ton premier boulot? J'ai lâché mon boulot il y a 8-9 ans à peu près. Donc j'ai 20 ans. Au bout de 12 ans d'investissement immobilier, j'ai lâché mon boulot. Donc c'était toujours le métier de... Ouais, toujours. Okay. Alors, entre-temps, mon père, donc je travaillais avec mon père dans la petite boîte. Mon père avait l'âge de la retraite, donc j'ai racheté sa boîte. Mon père voulait pas rester à la retraite, il avait peur de s'ennuyer, donc j'ai rembauché mon père. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Donc j'ai rembauché mon père dans sa propre boîte qu'il a créée. Et après ça, moi je voulais déléguer, donc j'ai commencé à faire des séminaires aussi, à comprendre qu'il fallait travailler sur le business et pas dans le business, même si c'était une petite boîte qui faisait à peu près 100K par an. Mais quand même. Et beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas cette distinction. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Ouais. Et donc là, je me suis dit, ok, la boîte, elle est viable, elle existe depuis 10-15 ans, mais si je passe mon temps à être moi sur la route, à aller faire des trucs, à faire la vente, je vais jamais pouvoir être libre. C'est encore une fois l'idée de liberté. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai embauché un de mes meilleurs potes qui cherchait un boulot. Donc finalement, j'ai un peu automatisé la boîte avec mon meilleur pote qui faisait mon travail que je faisais avant et mon père qui lui filait un coup de main. Donc j'avais les deux personnes dans cette boîte et au bout de 5 ans, j'ai revendu cette boîte à mon meilleur pote, qui l'est encore d'ailleurs. Ah oui. Avec mon père toujours dedans. Ah bon? J'ai revendu mon père. Donc j'ai racheté la boîte à mon père. J'ai racheté la boîte à mon père. Il a arrêté de bosser. Il est venu, il s'emmerdait, il est venu. Et j'ai revendu à mon meilleur pote que j'ai embauché. Et mon père a été bosser ici avec mon meilleur pote. Ok. Voilà. Et mon père, tu vois, c'était un truc. Il m'a inculqué quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il travaillait aussi pour le plaisir parce que ça le motivait, ça lui permet de le stimuler, tu vois. C'est dès que tu t'arrêtes, on en parlait en mangeant juste avant, si tu t'arrêtes et que tu fais plus rien, même si tu as beaucoup d'argent, lui c'était pas le cas, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, il allait travailler non pas pour le chèque à la fin du mois, mais parce que ça l'animait. Je pense que c'est bien, ça va te faire quelque chose qui t'anime. Ah, c'est clair. Donc ouais, c'est un bon exemple de faire quelque chose non pas pour la réussite financière, mais parce que tu as envie de le faire. Et lui, clairement, il aimait bien, il prenait sa voiture, il allait voir ses clients et puis il passe une belle journée, quoi. Et donc le jour où tu as lâché ton premier boulot, enfin ton boulot, tu t'es senti comment? À l'époque, tu t'es senti libéré ou... À cette époque-là, j'avais 40 appartements que je gérais, donc 40 locataires que je gérais tout seul. J'avais pas délégué. Beaucoup de boulot, ouais. Ouais, des fois ça allait bien. Des fois, le premier du mois, tu te connectes, tout le monde a payé. C'est génial. Tu vois, j'ai 40 loyers, j'ai fait 16 000 € de loyer ce mois-ci, donc c'est bien quand tout le monde a payé. Grosso modo, je rembourse à peu près 8 000 € de crédit et j'avais 8 000 € de cash flow. Et avec très peu d'imposition, je dois avoir à peu près 7 000 € net, à peu près sur les chiffres. Attends, donc 8 000 € de bénéfices après les 8 000 € de remboursés, c'est ça que tu veux dire? D'accord. Mais j'avais quand même j'avais une imposition très faible, puisque j'avais fait beaucoup de travaux, j'avais fait des montages avec les SCI, tout ça. J'avais à peu près, grosso modo, il devait rester 6 500, 7 000 en fonction de ce qui était loué ou pas par mois. Voilà. Ça va, ça permet de bien vivre quand même. Ouais, c'était bien. Moi, tu sais, quand j'ai commencé l'investissement immobilier, au début, c'était remplacer mon SMIC. Donc ça a mis des années. Après ça, le deuxième palier, c'était 2 000 € par mois, puis 3 000. Et après ça, le Graal, je m'étais dit, si un jour j'arrive à faire 5 000 balles par mois, ça serait énorme. Et une fois que tu arrives à 5 000, tu vois que ça s'accélère de plus en plus vite parce que c'est de plus en plus facile. C'est comme tout, tu vois. On dit toujours le premier million, c'est le plus compliqué. Mais après ça, tu as les connexions qui vont bien, tu as le réseau, tu as la connaissance et ça s'accélère. Et donc, quand j'ai eu assez de cash flow, j'avais donc mes 40 appartements que je gérais, j'avais
cette entreprise, où on avait quand même 1000 clients récurrents tous les ans, pour des entretiens et des nouvelles installations de ça, donc il y avait quand même pas mal de trucs. Il y avait des fuites. Des fois, j'étais en voyage au Mexique, ça téléphonait au milieu de la nuit, j'ai pas de secrétaire. Hein. Ouais, il y a une fuite et un truc, et un bocal qui a explosé. T'es quand même esclave de ton business là. J'étais esclave de mon business au début. Je savais très bien que c'est pour ça qu'il fallait que je le revende, que je le. Pourquoi tu t'as pas pris ne serait-ce qu'une assistante administrative pour t'aider? Parce que je savais pas au début, tu vois, avant d'aller dans des séminaires de développement. C'est en lisant des bouquins, en lisant L'autoroute du millionnaire, que je me dis ah ouais, mais alors là, il est pas scalable mon business, ça va pas, tu vois. On a tous les deux appris sur le tas, donc on a fait à peu près des erreurs similaires. Ouais, c'est à chaque fois que je lisais un bouquin, je dis ah ok, ça faut que je le change dans mon business. Ça. Et jusqu'au moment où je me dis ok, le business faut que je le délègue. Mais à un moment donné, j'avais quand même 40 appartements que je gérais en direct, l'entreprise que je gérais donc avec mon meilleur pote qui était salarié et mon père qui lui filait un coup de main. Et j'avais aussi, on lançait notre activité en ligne parce que j'avais vu que c'était aussi une belle source de revenus passifs, d'accompagner des gens, leur apprendre tout ce que nous on avait appris depuis 15 ans d'investissement immobilier ou 12 ans, je sais plus combien à ce moment-là on était, pour développer une activité de business en ligne. Donc j'avais les 40 locataires, j'avais l'entreprise avec les 1000 clients, plus le business en ligne, où là c'était tout un nouveau monde qui s'ouvrait, c'est-à-dire créer un compte Instagram, développer une chaîne YouTube, commencer à coacher les premiers clients, leur apprendre, tu vois, c'était créer une offre irrésistible et tout ça, créer des sites internet. Et là c'était, j'avais tout à ce moment-là, tu vois. Donc après ça, j'ai vendu mon entreprise, je me suis concentré sur mon activité d'accompagnement et sur mes investissements immobiliers. Ça, c'était vers quelle année? On a commencé l'accompagnement en 2018, donc c'était il y a 7 ans. Ça fait 6 ans et demi. C'était en juillet 2018. Et ça a commencé à cartonner tout de suite? Non, la première année, les 2 premières années, on a fait quasiment zéro de chiffre d'affaires. Hein. Comment ça se fait? fait? Plus du... Pareil, parce qu'on était nuls. Hein, Pourquoi? Parce qu'on était nuls. C'est un schéma récurrent, on dirait. Au début, forcément, t'es nul, puis après, t'apprends au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu t'accroches. Ouais. J'étais sûr que j'allais y arriver, par contre. Tu vois, parce que j'avais déjà vu des personnes qui faisaient ça sur Internet. Je me souviens des premières vidéos, par exemple Cédric Anissette qui... ça a été le premier en France, je pense. Ouais, et je me dis, c'est pas con, parce que je regarde ces vidéos, j'avais déjà un peu plus d'appartements, et c'est pas histoire de dire je suis meilleur ou pas, mais lui, tu te dis, si lui peut le faire, je peux le faire. Il avait de mémoire 1 ou 2 appartements, il donnait des conseils, comment ça s'était passé de ça. Et moi, j'en avais déjà 7-8 à l'époque. Je me dis, c'est cool ce qu'il fait. Ça m'apprenait des trucs parce que je connaissais pas tout. J'étais encore en train d'apprendre. Je me dis, c'est cool qu'il le démocratise, ça, tu vois. Ça aide les gens et je trouve que c'est un cercle vertueux, en fait. Donc en plus, apparemment, il a l'air de gagner un peu d'argent avec. Donc je me dis, vraiment pas con, en fait, d'apprendre. Et moi, ça m'intéressait aussi d'apprendre. Et donc je me dis, ok, si il arrive à le faire, s'il y a d'autres personnes qui arrivent à le faire, vu que j'ai une vraie légitimité, à ce moment-là, on avait littéralement, entre moi et mon associé, on avait déjà peut-être 70 appartements achetés, certains revendus de ça, mais on avait déjà une bonne expérience. On se dit, on est largement en capacité, avec toutes les merdes qu'on a vues, tous les problèmes qu'on a déjà eus, de faire gagner du temps et de l'argent aux gens. Il n'y a pas de débat. On ne sait pas comment faire pour vendre nos services, mais on peut certainement aider des gens. Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut servir de leçon, de clé pour tous ceux qui nous regardent. C'est que si vous voyez quelqu'un qui a fait les mêmes choses que vous, peut-être en moins bien, mais qui l'enseigne et que ça fonctionne pour lui sur Internet, ça va fonctionner pour vous aussi. Mais c'est un autre métier. C'est 2 métiers différents. Il y a le métier de faire, il y a le métier d'enseigner. C'est pas la même chose. Ouais. Et ça s'apprend. Et c'est pour ça vous a pris 2 ans avant d'arrêter d'être nul, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pareil. Il faut comment on fait les vidéos YouTube, comment on écrit les articles, enfin, le SEO et la pub, tout ça s'apprend, quoi. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et il y a une traversée du désert au début où comme pour ta ferme, la première fois, c'est que tu mets énormément d'efforts pour avoir des résultats qui sont vraiment pas bons. Et c'est très décourageant. La plupart des gens s'arrêtent là. Ouais. Mais dans tous les domaines de la vie, j'ai l'impression, en fait. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent de manière générale et ceux qui échouent, c'est ceux qui abandonnent. Et je le vois aussi sur les personnes qu'on accompagne. Je suis très clair avec elles dès le début. Je dis, vous allez avoir des traversées du désert, ça ne va pas fonctionner directement. Mais par contre, je vous garantis à 100% que les techniques qu'on vous montre, elles fonctionnent. Je suis sûr à 100%. Ouais. Je les teste. C'est ni plus ni moins que ce que je fais encore, moi, dans mes investissements immobiliers. Par contre, la réalité, c'est qu'il y a un certain pourcentage qui ne va pas y arriver parce qu'il va abandonner. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. On fait, déjà, je le dis avant, mais on fait aussi une session de bienvenue pour accueillir les élèves. Puis je leur dis, la méthode que j'enseigne, elle est ultra prouvée. Vous avez vu toutes les études de cas, on a plus de 150 études de cas et témoignages en vidéo, tu vois. Mais je leur dis, le facteur numéro 1 d'échec, c'est l'abandon. Ouais. Et je leur explique, la traversée du désert, vous allez voir, ça va être compliqué, etc. Mais bon,
Il faut s'accrocher, quoi. Après, il faut aussi s'accrocher intelligemment. Ça sert à rien de persister dans un truc qui clairement marche pas. Bien sûr. Toi, ta ferme, tu as su pivoter de la ferme, comprendre tes erreurs de ce que tu as fait dedans et faire d'autres affaires plus intelligentes au fur et à mesure. C'est ça aussi. Persévérer, c'est pas continuer à taper la tête contre le mur en espérant faire un trou. C'est qu'au bout d'un moment, on se dit, OK, la méthode marche pas, il faut que je veux toujours faire un trou. Je vais acheter un marteau ou un marteau-piqueur et ça sera plus efficace. Non, mais à partir du moment où tu vois des personnes qui l'ont déjà fait, notamment dans l'investissement immobilier ou si tu veux faire du business en ligne ou autre et que ça a fonctionné pour d'autres, si tu te formes et que tu apprends comment faire, forcément, et que tu n'échoues pas, enfin que tu n'abandonnes pas avant d'y arriver, tu es sûr d'y arriver. Ah oui, en fait, après, il y a des gens qui ont manque de confiance en eux, qui pensent que les autres ont des super pouvoirs, ils sont plus intelligents et tout ça. Mais en fait, dès que tu te balades un peu dans le monde, je veux dire, sans même sortir de son pays, juste en regardant, on voit que tout le monde est complètement imparfait, que les gens qui ont des succès incroyables, ils ont souvent un ou deux défauts vraiment rédhibitoires, tu vois, et qu'ils ont réussi malgré ça. L'exemple un peu typique, c'est Steve Jobs. Et que voilà, il faut agir imparfaitement et persévérer imparfaitement. C'est beaucoup mieux que d'attendre parfaitement. Exactement. Mais j'ai remarqué aussi un truc, plus j'avance dans la vie, c'est que peu importe le domaine, c'est souvent les gens très intelligents ou plus intelligents qui n'y arrivent pas. Parce qu'ils réfléchissent tellement sur les problèmes potentiels, ils analysent tellement le truc, qu'ils réfléchissent tellement qu'ils passent pas à l'action. Et souvent, la personne qui réfléchit pas trop et qui est fonceur et qui passe à l'action sans trop réfléchir va avoir des résultats. Elle va peut-être pas aller dans la bonne direction au début, mais à force d'essayer et d'avancer, elle va avoir des résultats. Et les personnes qui réfléchissent, qui conscientisent de trucs trop, souvent je les vois végéter, je les vois faire du surplace et pas avancer. Ça peut vraiment être... la réflexion peut être utilisée comme excuse pour ne pas agir. Après, être intelligent, ça peut être quelque chose de vraiment utile. Mais si vous mettez intelligence au service de l'action plutôt que de la procrastination. Mais clairement, je pense que dans énormément de cas, un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis, c'est sûr. Même si on peut aussi agir bêtement en se tapant la tête contre le mur. Donc, mais de manière générale, l'action, clairement, bat l'inaction et on en a un exemple ici. Et donc, au bout de 2 ans, ça commence à marcher, ton business de... Le business en ligne, ça a mis du temps à décoller. Au bout de... Là, je me souviens, j'étais où ? J'étais en Afrique du Sud. Et au bout de peut-être 6 mois, 1 an, Julien me dit, on a collecté un email. Ah ouais. Ça faisait mis du temps quand même pour avoir le premier. Ah oui, ça a mis du temps. La première vidéo que j'ai fait, je sais pas, on a dû faire peut-être 10 vues, quoi, tu vois, sur YouTube. Et au bout d'un moment, on a commencé. Ouais, c'est normal. Ça a duré très très longtemps. Et à un moment, j'ai fait un tour du monde, tu vois, un peu comme la série de vidéos que tu fais là où tu vas voyager, tu fais sur une nouvelle chaîne. Sur une nouvelle chaîne. Sans frontières. Ouais. Et à un moment donné, je me dis, ce que je vais faire, j'adore voyager. Et à un moment, j'avais 3 semaines de vacances, ma femme devait aller voir ses beaux-parents et moi, j'avais pas envie de rester aux Pays-Bas parce qu'elle est hollandaise, mais j'avais envie de voyager. J'ai 3 semaines. Je me dis, ce que je vais faire, je vais partir faire un tour du monde. Et je vais faire une vidéo par jour. J'ai 3 semaines. Je pars à l'est et je rentre par l'ouest. Je vais faire un tour du monde 3 semaines et je fais une vidéo par jour. Je me dis, ça va faire une vidéo par jour, ça va booster l'algorithme YouTube et ça va faire, tu vois, ça va développer la chaîne. Et je suis parti, j'ai fait donc une vidéo par jour. Je ne savais pas faire de montage ni rien. Donc littéralement, pour faire une vidéo de 10 minutes, ça me prenait à peu près 7-8 heures par jour. C'était... Quoi ? Ouais, j'étais vraiment trop nul. Donc je me filme, tu vois, donc je passe à Jérusalem, je vais en Thaïlande, je vais au Japon, je vais à Tahiti. Et je repasse par New York, je crois. Donc, je fais tout ça en 3 semaines. Donc, je vois plein de choses et tout. Donc, je fais une vidéo par jour en racontant pour mon quotidien. Ça. Je fais le montage, je la poste. Et chaque vidéo a fait à peu près 25 vues. Et ça jamais... Tu as passé 8 heures à chaque fois dessus. Le temps de la filmer, tu vois, j'ai filmé un peu toute la journée, tu vois. Donc, le soir, je rentrais. Donc, je filmais un peu mon quotidien, des choses intéressantes que je voyais dans la journée. Ouais. Donc, rien que ça prenait du temps. Après ça, j'allais faire mon montage. Mais pour faire un montage... Ça mettait un max de temps quand tu es débutant. Je sais pas, tu fais des montages, non, de temps en temps un peu au début. Maintenant, c'est vraiment délégué. Mais moi, tu vois, justement, j'avais fait aussi un défi, une vidéo par jour pendant 60 jours pendant que je suis parti aux Philippines en 2014, puis qui s'est transformé en défi de 465 jours d'affilée. Wow. Mais le truc, c'est que justement, moi, j'ai vraiment fait l'analyse 80 et mon jeu, c'était, je fais ma vidéo en one shot. C'est pas grave si j'hésite, si je bafouille, si je me trompe, et je la publie comme ça. Il y avait 0 montage. Ah ouais, trop bien. Tu vois. Et donc, du coup, là, littéralement, une vidéo de 10 minutes me demandait 10 minutes. Ok, c'est pas moi. Ah ouais. Et puis certainement plus de vues parce que ça a fait exploser ta chaîne. Oui, alors, j'ai aussi démarré à l'époque où l'algorithme aimait beaucoup le contenu quotidien et il mettait beaucoup ça en avant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc bon,
Mais en tout cas, tu as essayé. Mais surtout, moi, la question que je me pose là aujourd'hui en tant qu'infopreneur quand je t'écoute là, c'est que la stratégie, est-ce qu'elle était viable? Parce que ton but, c'était d'attirer des gens intéressés par l'immobilier, puis là, tu montrais des voyages. Mais aucun. Oui, alors, il y a quand même une relation, c'est que ça peut être des gens qui recherchent l'indépendance financière, mais bon, c'est un peu. Peut-être la connexion n'est pas très directe. C'est vrai. Disons que j'ai réfléchi. Je me suis dit, ouais, c'est ce qui me fait kiffer, j'adore voyager, donc je vais en parler. Et en même temps, ça va rejoindre le message de j'ai des loyers en France, donc ça me permet de voyager. Non, mais ça fait sens quand même. Ouais. Je veux dire, en tout cas, ça valait le coup tester. Ça fait sens, mais ça fait que 20-30 vues pour 8 heures de travail. Donc, ça t'aurais pas dû m'en faire le montage. J'ai passé 3 semaines de merde parce que j'ai pas profité. J'étais stressé parce que tous les soirs, je voulais poster ma vidéo parce que je me dis, à un moment, il y en a une qui va péter, qui va faire plusieurs milliers de vues. Mais à la fin, le constat amer de 3 semaines de vacances, c'est que j'ai passé 3 semaines de merde à faire le tour du monde. Enfin, de merde, ça va. J'étais quand même content de faire un tour du monde. Mais j'ai fait, allez, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est peut-être 45 vues, tu vois. C'était vraiment l'horreur sur 22 vidéos. C'est n'importe quoi. Et en plus, il y avait des trucs sympas. J'étais à Tahiti, j'étais nagé avec des baleines, j'ai rencontré des gens qui m'ont. Enfin, j'ai vraiment vécu de belles expériences. Plus de vues après ou pas? Non, et je les ai supprimés. Au bout d'un an, j'en ai marre, je les ai supprimés. Ah ouais, parce que, en fait, en réfléchissant, pour te dire toutes les conneries que j'ai fait, je dis, en fait, ces vidéos, elles n'ont pas performé au lancement, donc ça tire peut-être ma chaîne vers le bas. Et après ça, je sais plus qui m'avait dit peut-être que ce serait peut-être pas bon d'avoir une vidéo, il fallait peut-être assainir la chaîne en supprimant les vidéos qui n'avaient pas fait beaucoup de vues. Et donc, j'ai supprimé tout cet épisode. Ouais. Je suis pas très d'accord avec ça. Je pense pas non plus, mais c'est pas une fois que elles sont là, et puis on sait jamais. Ça peut toujours refonctionner après. J'aurais pu péter 2, 3, 4 ans après, mais non, mais ça arrive. Ça aurait pu surtout quand ta notoriété augmente, les gens sont plus curieux, commencent à rechercher un peu des trucs sur toi, et des fois, ça permet juste d'atteindre la masse critique nécessaire pour qu'une vidéo commence à décoller en fait. Ouais. Bon, je dis pas que les chances sont de 100%, au ni même de 50, mais bon. Ok, donc du coup. Tu fais quoi là? Tu te décourages? Tu continues? Je sais que je vais y arriver de toute façon, puisque même si on ne fait pas d'argent, finalement on ne fait pas ça pour l'argent. On se dit on va pouvoir augmenter nos services et tout travail mérite salaire. Donc moi j'ai aucun problème quand les gens me disent, hier on en discutait, ils me disent ouais, tu penses quoi de la vente de formation? Un mec qui me disait ça hier au brunch, je dis c'est bien d'apprendre aux autres. Et d'ailleurs, même moi, quand j'ai tous des arnaqueurs. Et le gars qui me pose la question, il a créé une boîte cotée en bourse, 1300 salariés. Quand même. Ouais. Il me dit, tu fais quoi? Je dis, je suis investisseur, tout ça. Et la personne à côté de moi, il me dit, il fait aussi de la formation. Et il me dit, donc tu penses quoi de la formation? Donc, je me dis, quand il me pose la question, je me dis, c'est une question, tu vois, piège ou peut-être. Parce que c'est vrai que ça a mauvaise réputation, les vendeurs de rêves et tout ça. Et donc, je dis, non, moi, je trouve que c'est cool d'accompagner des gens, tu vois. Moi, je suis très content quand je veux apprendre quelque chose de pouvoir payer, avoir un raccourci, un cheat code. Tu payes 5 000 euros, peu importe, 5 000, 10 000. Mais à chaque fois que j'ai payé un mastermind quelque chose à 10, 15, 20 000 euros, ça a été un super accélérateur. Ouais, pareil pour moi. Jamais une seule formation n'a pas été rentable. Ouais. À part si tu la regardes pas. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Les seules pour moi, c'est celle que j'ai pas regardée. Ouais, et donc souvent, pas rentable. Non, c'est vrai que j'en ai acheté une à 7 euros que j'ai jamais regardée. Et donc là, c'était 7 euros de trop. Mais quand j'ai mis 30 000 euros, j'ai appliqué le truc. C'est sûr. J'ai pas tout fait sur les 30 000, tout le contenu que j'avais, mais j'ai regardé 2-3 trucs qui m'ont largement été rentables. La vente de formation, en fait, nous on s'en foutait. Tu me disais est-ce que ça va fonctionner ou pas. Je m'en foutais que ça fonctionne ou pas. Dans ma tête, j'étais sûr d'y arriver parce que je voyais des gens qui y arrivaient. Et tu vois, moi, je suis de ce principe-là. C'est s'il y a des gens qui y arrivent, je vais forcément y arriver. Parce que je ne suis pas plus con qu'un autre. Je ne suis pas plus intelligent, j'ai plein de défauts, je procrastine, tout ça. Mais il y a un truc sur lequel je suis très aligné avec moi-même, c'est si quelqu'un y arrive, je peux y arriver. C'est un excellent principe. Ouais, oui. Et le seul moyen d'échouer, c'est de ne pas essayer jusqu'à ce que j'y arrive. Encore une fois, c'est toujours le même truc. En fait, tout est dit là-dedans, tu vois, mais tous les gourous de développement personnel, Tony Robbins, ça, on le disent tous, mais c'est le seul truc, en fait. Essaye, et à force d'essayer, que tu y ailles en marchant, en bateau, en avion, je sais pas quoi, mais si tu veux aller au point A, de A à B, le seul moyen de ne pas arriver à B, c'est d'arrêter d'y aller. Mais même si tu fais que tu rampes, même si tu vas en rampant, même si tu vas sur le dos en rampant, si tu veux y aller, tu iras quand même, tu vois. Oui, alors après, il faut distinguer, tu vois, par exemple, si tu vois un champion olympique et tu dis parce qu'il l'a fait, je peux le faire, c'est pas forcément vrai. Ouais. Mais voilà, quand tu vises pas d'être le numéro 1, mais simplement de faire ta place dans un milieu, en général, c'est vraiment une règle. Ça dépend de tes objectifs. Effectivement, si tu veux devenir... numéro 1, c'est toujours extrêmement dur et c'est pas forcément un objectif désirable, en fait. Ouais. Parce que déjà, première question à se poser, c'est s'il y a n'importe quel domaine qui vous intéresse, vous regardez le numéro 1,
vous le regardez, vous vous demandez si vous voulez être comme lui. Ouais. Non, franchement, c'est pas forcément le cas. Est-ce que tu veux la place de Trump ou de Macron par exemple. Et puis, en général, ils sont numéro 1 parce qu'ils ont fait énormément de sacrifices dans leur vie et qui continuent d'en faire. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'équilibre de vie. Voilà, il faut le dire. Hein. Regarde les présidents, ils arrivent au pouvoir, 5 ans après, ils ont des cheveux blancs de ouf. En général, ils prennent cher. Ouais. Ouais, tu vois la différence physique, moi ça m'a toujours choqué, mais vraiment gravement, la différence physique quand quelqu'un arrive au pouvoir. La pression. Alors, le pouvoir fait rêver l'être humain, mais en même temps, ça te met une pression qui, moi, me fait pas du tout rêver. Hein. J'adore ma liberté. C'est encore une fois, donc liberté. Pourquoi avoir trop de responsabilités? Alors, soit tu veux vraiment impacter les choses, ce qui serait tout à fait louable, mais je pense que la plupart de nos chers présidents ont surtout envie de s'aider eux-mêmes avant d'aider leurs concitoyens. Et comme beaucoup de personnes qui veulent accéder au pouvoir, finalement, ce qui est un peu dommage. Bon, ça c'est un autre débat, mais du coup, toi, en tout cas, tu vois ça. Tu te dis que tu peux y arriver, tu vois que ça marche pas au début. Quel a été le déclic qui a fait que ton business d'infoproduit a fonctionné finalement? Ou les déclics, en restant dans le 80-20? Les déclics, donc premier email collecté au bout de peut-être 6 mois, 1 an. Donc ça, je me dis, wow, on a collecté un email. Comment vous avez fait? Je sais plus, il devait avoir une opt-in quelque part qui traînait. Pour un cadeau gratuit, enfin, il devait avoir un lead magnet avec un opt-in, mais ça a mis, beaucoup de temps. Et puis après ça, on a vendu notre première formation à 497 €. Une formation qui n'existait pas encore. Et en fait, j'ai eu un moment une notification, je me dis putain, on a eu 497 € de paiement. Pour un truc qui n'existe pas. Et en fait, on se dit, mais ça vient d'où ces 497 €? Parce que, donc on essaie de vendre des formations, ça ne fonctionne pas. Donc on vend des petits produits. On vend un dossier bancaire qu'on vend 30 €, tu vois. Le dossier bancaire qui vraiment tu donnes à ton banquier, qui va vraiment te faciliter la vie. On a 3-4 petits produits comme ça, entre 20 et 90 €. Donc on commence à faire des petites ventes. Tu vois, on est peut-être à 300, 400 € par mois. Donc, clairement, ça ne t'en vit pas, mais c'était lancé, quoi. Enfin, c'était lancé. On fait un petit peu d'argent. Et un jour, on reçoit un paiement, 497 €. Et on cherche. Putain, mais c'est quoi ce paiement de 497? On n'a aucun produit à 497. Et là, on se dit, putain, mais c'est une page qu'on avait créée sur ClickFunnels il y a genre 6 mois. Il y a un gars qui s'est inscrit, qui a acheté la formation. Notre formation immobilière. Mais on ne l'avait pas tournée. On avait fait une page pour dire qu'on vendait une formation. Vous aviez essayé de la vendre et ça n'avait pas marché. Et on l'a laissé en ligne, quoi. Tu vois, on s'est dit, allez, on la lance. C'est avant de lancer ton truc. C'est les choses en ligne. Ouais. Donc on a lancé le truc et on se dit, avant d'appuyer sur le bouton, tu dis, dès que ça va partir en ligne, tout le monde va se jeter dessus. Et tout le monde s'en fout complètement. Tout le monde s'en fout. Et puis au bout de 6 mois, il se passe rien. Et t'as un mec qui l'achète, 499 €. Et on se dit, merde, putain, la formation n'existe pas, quoi. Donc là, on a 2 choix. Soit tu le rembourses, soit tu le rembourses. Soit tu fais la formation. Et on a failli le rembourser. Hein. Et finalement, on se dit, allez, on se motive. De toute façon, on l'a le savoir. Là, on sait ce qu'on veut mettre dedans. Elle était déjà construite. Elle n'était pas tournée, mais elle était déjà... Voilà, parce que donc c'est un conseil classique, c'est qu'effectivement, vous créez l'offre, vous faites la structure de la formation, mais vous ne commencez à la créer qu'après l'avoir vendue, parce que ça évite de créer des produits que personne ne veut, en fait. Tout à fait. Ouais, ça sert à rien de créer le meilleur produit pour tes clients que tu penses va être le meilleur, s'ils s'en foutent complètement. Ouais. Voilà. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ouais, c'est une grosse erreur de débutant, ça. Ouais. Donc, on n'avait pas fait cette erreur de débutant, quand même. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, on a créé, et en plus avec cette personne, on a dit, voilà, qu'est-ce que tu aimerais avoir? On lui avait dit, les modules vont être débloqués au fur et à mesure. Voilà. Et on dit, voilà, est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais voir spécifiquement dans la formation aussi? Mais en fait, la formation, en vrai, on savait déjà exactement ce qu'on allait mettre. On avait déjà fait, à ce moment-là, peut-être 70-80 appartements. Donc, on savait exactement le processus d'achat, la négociation, la rénovation, la fiscalité. On savait ce qu'on voulait dire. Tu vois, il n'y avait pas de surprise. Donc, on tourne la formation et après ça, on la commercialise. Et pareil, il ne se passe pas grand-chose pendant 1 ou 2 ans. On fait quelques ventes par-ci, par-là, jusqu'à ce que vraiment, on commence à se focaliser dessus, à vraiment travailler très dur. Pourquoi je suis rentré sur le business en ligne, moi, au début? C'est parce que je pensais que c'était des revenus passifs. Je me dis, c'est cool, ça participe à la liberté financière. C'est loin d'être passif, quand même, le business en ligne. Enfin, c'est passif une fois que tu as mis en place, mais en tout cas, ça demande quand même du temps. C'est comme pour tout. Rien de passif. L'immobilier n'est pas passif non plus, complètement. Oui. Ça demande beaucoup de temps à mettre en place. Mais l'immobilier, en tout cas, dans notre niche, qui est quand même très concurrentielle dans l'immobilier, il faut quand même rester on top of your game pour arriver à performer, quoi. Tu vois, parce que oui, c'est pas le fait que c'est passif. L'objectif, c'est plutôt d'arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent, d'avoir un effet de levier, de vendre des produits pendant que vous dormez, ce genre de choses. Ouais. Alors, donc, du coup, vous avez créé la formation.
On a créé la formation. Pour un seul client, vous étiez motivé quand même. Hein. Ouais. Bah oui. On s'est dit, de toute façon, s'il y en a un, il y en aura peut-être un deuxième. Et s'il y en a un deuxième, il y en aura peut-être un. Et vous avez mis combien de temps à la faire? On a mis 4 jours. Ah ouais, ça a été rapide quand même. Ouais. Ok, d'accord, oui. Donc on l'a tourné à l'arrache. C'était pas une grosse formation. Ah, elle fait quand même 25 heures. On met tout dedans. Tout ce qu'il faut vous savoir. avez fait ça en 4 jours. Wow, bravo. Ouais, on a été à l'usine. Hein. Enfin, on s'est mis dans mon salon une table à repasser, l'ordinateur dessus, et on a filmé. On a acheté un réflexe quand même. Et non, on a charbonné. On avait 4 jours vraiment à fond dedans. Et donc le client était content, il n'a pas demandé le remboursement? Non, il n'a pas demandé le remboursement. Non. Excellent. Ouais. Et alors, après, vous avez fait d'autres ventes? Après ça, on a fait d'autres ventes. J'ai plus les détails mais genre les 3-4 premières années, il s'est pas passé grand-chose. Et après ça, pareil, on s'est formé. Donc on a investi sur nous, on a payé des masterminds, on a commencé à aller dans des séminaires, on a vraiment monté en compétence sur tous les domaines en fait. Parce qu'il y a, et je crois que c'est ce que tu apprends aussi aux personnes que tu accompagnes, tous les domaines, toutes les choses qu'il faut savoir pour monter en compétence et vraiment performer sur le... Je veux dire, c'est pas en claquant des doigts, quoi. C'est comme l'immobilier, ça paraît simple quand tu sais le faire. Mais quand tu arrives dans un monde nouveau, là, il faut vraiment quand même te former. Il n'y a pas de secret pour pouvoir monter en compétence et avoir des résultats. Donc, on a travaillé, on s'est formé. Là, pour le coup, on a travaillé énormément. Là, on faisait des semaines très hard. Là, pour le coup, on travaillait certainement 60... on avait bien travaillé 70 heures par semaine. C'était 10 heures non-stop tous les jours. Et il y a eu un moment où votre business d'infoproduits faisait plus que vos investissements Quand on était à fond sur le business accompagnement, oui, ça fait plus que les loyers. Donc c'est l'avantage, c'est pour ça aussi qu'on était sur ce business-là, qui est très intéressant parce que tu as un effet de levier. C'est-à-dire que quand je rénove un appartement, je mets un locataire dedans. Je ne peux pas mettre 10 locataires dedans. Non. Alors que si vraiment j'ai créé un bon produit, que je peux apporter énormément de valeur à une personne et que je lui explique dans une vidéo très concise comment faire un investissement rentable, il y a 10 personnes qui peuvent regarder ma vidéo en même temps. Oui, absolument. Voilà, donc tu as un effet de levier qui est intéressant, mais c'est la beauté d'Internet. Internet, tu peux vendre même quand tu dors, que tu fasses de l'e-commerce, que tu fasses de la formation. Et quand on a compris cet effet de levier, on s'est dit, ouais, c'est super intéressant, tu vois. Mais par contre, pour que ça fonctionne et que ce soit au top, il faut quand même y mettre de l'énergie. Donc à un moment donné, on était tellement focus là-dessus qu'on a eu des résultats intéressants. Et nos investissements immobiliers tournaient aussi, tu vois, en parallèle. Donc il y avait quand même aussi une légitimité par rapport à l'expertise. Moi, je me sentais très aligné avec ce qu'on communiquait, puisqu'on l'a fait à titre personnel. Et donc aujourd'hui, donc là, tu dis que tu travailles à peu près une quinzaine d'heures par semaine. Ouais. Quelle est ta journée typique? Déjà, tu te réveilles à quelle heure? Je mets pas de réveil. Ça, c'est ma plus grande. Ça, c'est mon premier truc. Pareil, franchement. Team pas de réveil, c'est quand même le premier. Et ça, c'est un des grands luxes de la vie. Ah bah, c'était un de mes. Il y a beaucoup de gens riches qui n'ont pas ce luxe-là. Ouais. Le seul moment où je me réveille, c'est pour prendre un avion, j'imagine, comme toi. Mais sinon. Moi, j'essaie de prendre mes avions l'après-midi. J'aime pas prendre les avions le matin. Dans la mesure du possible. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours possible. Si j'ai un avion qui me coûte 400 € moins et il faut que je me lève le matin pour 400 €. Moi, c'est pas une question de prix. C'est une question de. Des fois, c'est le seul direct. Si c'est seul, je vais pas me taper un indirect juste pour. Mais des fois, j'ai le prix. Je regarde le prix aussi. Si le prix est beaucoup plus cher, il faut que je me lève le matin. Enfin, toi, tu es tout seul. Moi, j'ai 4 personnes aussi. En général, si je voyage en famille. J'ai quand même une compagne, mais oui. Ouais, je sais. Tu as moins de billets d'avion. Moi, j'ai pas d'enfants. Oui, c'est vrai que pour toi, vous êtes 4 ça fait 4. On est 4. Donc, s'il y a une grosse différence. Alors, si il n'y a pas grand-chose, je prends l'après-midi. Mais s'il y a une grosse différence, je me dis, allez, ok, je me lève quand même, tu vois. Je comprends. Si tu économises 1 000 € pour te lever, c'est quand même pas mal. Ok. Bon, donc tu te réveilles vers quelle heure à peu près? En général, vers 9h. 9h, 9h30. Qu'est-ce que tu fais alors? Maintenant, j'ai une routine. Tu fais un miracle morning? Non, mais tu sais que c'est marrant quand on se retrouve là et que je vais t'expliquer ce que je fais. Parce que ce que je fais, c'est, j'allais dire à cause de toi, mais grâce à toi. Ah oui? Et d'ailleurs, avant qu'on se rencontre, je savais déjà qu'on allait être potes. Parce que toi, tu as commencé les vidéos il y a bien longtemps. Ouais. Et j'ai déjà vu des vidéos de toi, au Burning Man, voyageant, tout ça. Et je me dis, ce mec-là, il ne le sait pas encore, mais on sera potes. Et c'est pas quelque chose d'égo ni rien, mais je me dis, je ne sais pas pourquoi, mais je serais amené à le croiser. Et si je le croise, ça va matcher. Parce qu'on a beaucoup de points communs. Alors, je ne sais pas si on va devenir très potes intimes, mais en tout cas. C'est vrai qu'on a plein de points. On a beaucoup de points communs parce que tout ce que tu faisais, les voyages et le fait de te filmer, je trouvais ça très inspirant. Et en fait, moi, je ne le filmais pas. Mais on faisait la même chose, en fait. Le fait de voyager, d'aller dans de nouvelles cultures. Tu vois, un truc qui me faisait rêver, moi, c'était Antoine de Maximi. J'irais dormir chez vous. Ça, c'est toujours adoré ça. J'avais beaucoup aimé aussi, ouais. Et ça, je savais qu'on avait ça en commun, mais c'est bien avant de te rencontrer par hasard dans des séminaires jusqu'à ce qu'on se connaisse maintenant et qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Mais ma routine, elle vient de ton livre,
Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ah oui. Ouais. Donc, je fais Duolingo tous les matins. Ok. Je apprends fais quoi là, j'apprends le néerlandais. Parce que ta femme est néerlandaise. Ouais, c'est ça. Ouais. Je fais donc là, c'est une strike. Ça fait quasiment 700 jours que je fais Duolingo tous les matins. Donc, tu vois, Bravo, c'est beau, cool. ouais. C'est bien. Je fais méditation. Pareil, la technique que tu donnes dans ton bouquin, 10 respirations, 5 respirations avec les yeux ouverts, 10 respirations up and down, voilà. Donc je fais ça avec une musique inspirante. Je lis un livre tous les matins pendant 10 ou 30 minutes, ça dépend du temps que j'ai. Et je fais une séance de sport très intensive pendant 10 minutes. Ok. Minimum. Ouais, le 7 minutes workout. Ouais. Ok, oui, donc 10, tout ça, 12 ça vient du livre, effectivement, c'est marrant. Ouais. Okay, je me souvenais plus des 7 minutes, mais je sais plus ce que c'était dedans. Mais moi, c'est du HIIT, donc c'est du HIIT. T'en parlais dans le bouquin aussi de ça? Je parle du 7 minutes workout, qui est une forme de HIIT très courte. Donc les 4, je me suis pas cassé la tête. J'ai commencé il y a 2 ans. J'ai lu ton bouquin il y a 2 ans et depuis 2 ans, je fais toujours ça. Et donc ça, mine de rien, ça me prend 2 heures. Je comprends pas. Si j'additionne les minutes, je comprends pas comment je me démerde. Ça 7 minutes plus 15 minutes, donc c'est bien. plus 10 minutes, plus 10 minutes. Tu prends le temps de te réveiller, quoi. Ouais, je prends le temps de me réveiller. Et donc je commence. Je suis un diesel, donc. Moi, je prends mon petit déj à midi. Ouais, ok. Enfin, je fais qu'un repas. Tu prends pas de café? Non, je prends rien le matin. Donc, je vais commencer à déjeuner en général des protéines, des flocons d'avoine et des fruits à midi. Ok. Midi ou 14h, ça dépend si je suis en retard ou si j'ai eu 2-3. Ça dépend ce que j'ai fait. Mais ouais, je prends mon temps. Et après ça, je travaille en général de 14h à 16h, 17h, ça dépend. Des journées peuvent être variables. Des fois, j'ai des visites immobilières, des fois, j'ai des choses. Mais mes enfants, dès qu'ils rentrent de l'école, j'essaie d'avoir vraiment focus avec eux. Ok. Si tu es à 15 heures par semaine et 5 jours par semaine, tu sais, tu fais 3 heures par jour, en fait. Ouais, à peu près. Ouais, c'est pas beaucoup. Ok. Non. Donc et puis après, le reste de la soirée, c'est consacré à ta femme, à tes enfants. Ouais, ça peut être consacré à ma femme, à mes enfants, à des conférences. On fait des conférences aussi des fois en ligne, en fonction, notamment avec Imoscan, un logiciel qu'on a créé. On fait, on communique dessus. Ouais, ça dépend. Le programme est varié, mais en fait, ma top priorité maintenant, c'est vraiment passer du temps avec ma famille. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était créer de l'argent pour plus tard pouvoir profiter de ma famille. Mais pour offrir une belle vie à ma famille, il me fallait de l'argent. Donc, à un moment donné, il a fallu gérer ces 40 appartements, l'entreprise que je te disais, plus lancer le business en ligne, tous les fronts, jusqu'à ce que maintenant, j'ai largement réduit mon parc immobilier beaucoup plus intelligemment, des plus gros montants, mais moins d'opérations pour gagner beaucoup plus, finalement. Mon entreprise de traitement de l'eau, je l'ai revendue. Et le business en ligne qui est en mode existant, mais qui n'est pas du tout le centre de mon focus. Oui, et donc aujourd'hui, on est à Dubaï. Ouais. Quand est-ce que tu as... Alors, ça fait quand même des années que tu voyages beaucoup, ouais. Mais tu n'étais jamais allé vraiment vivre à l'étranger. Ta base était toujours en France. J'ai vécu au Mexique aussi, ouais. D'accord. Ouais. Okay. J'ai vécu au Mexique et à chaque fois que je partais à l'étranger, quand même, je vivais 6 mois dans un pays. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai vécu 1 an en Australie aussi. Non, je suis parti plusieurs fois. J'ai fait 2 fois Erasmus 6 mois, 1 an aux Pays-Bas. Enfin, j'ai quand même vécu dans pas mal d'expériences à l'étranger, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a fait partir de la France pour venir t'établir à Dubaï? Le réseau. Parce qu'à la base, je devais vivre au Mexique. Je suis passé à Dubaï. J'ai passé beaucoup de fois à Dubaï déjà parce que à chaque fois que j'allais en Asie, c'était un stop, c'était un hub. Ouais. Donc des fois je m'arrêtais 3-4 jours et puis après ça, en connaissant des entrepreneurs, il y avait des fois on allait faire on allait manger tout ça. Et je comptais aller vivre au Mexique. Enfin, je vivais au Mexique, je suis repassé à Dubaï un peu pour je sais plus quoi. J'avais 3-4 jours d'arrêt et j'ai un pote qui me dit viens jouer au paddle. Donc ça c'était il y a 3-4 ans. C'est la folie le paddle hein, Dubaï. Et donc on fait partie du même groupe d'ailleurs et je vais jouer au paddle et là je rencontre, je sais pas... tout le monde. 40, 50 entrepreneurs que je connais tous déjà, soit par l'intermédiaire des vidéos de ça, et je me dis, putain, c'est incroyable, la vie ici, c'est un mastermind à ciel ouvert, tu vois. Ouais. Et donc du coup, j'ai arrêté mon projet de vie... Tu voulais aller à Cancun, hein, c'est ça? Ouais, à Playa del Carmen. Ouais. Donc j'avais déjà acheté un appartement, ma vie était déjà posée là-bas, et du coup, j'ai dit, ok, on change les plans, adaptation. C'est vraiment le mastermind automatique qui t'a convaincu de venir. Carrément, ouais. Mais c'est vrai que c'est incroyable, c'est un meilleur hub aujourd'hui pour être avec les infopreneurs francophones que Paris. Ouais. C'est quand même du délire. Hein. Ouais, c'est complètement fou. J'en parle là dans mon nouveau livre, mais c'est un des signes justement des temps qui changent, tu vois, et du fait que maintenant, on est libre de choisir nos juridictions quand on est sur Internet. Donc là, c'était quand que tu es arrivé, du coup? Il y a 3 ans. Et donc, tu es content?
Ouais, j'adore. Des regrets? Non, pas de regrets. Après, moi, je voyage beaucoup, donc je vois ce pays comme ma base. Et après ça, dès que je peux, dès que mes enfants sont ils sont à l'école ici, tout ça, mais dès qu'ils sont en vacances, on part. Là, tu voyages combien de mois par an à peu près? 4-5 mois par an. Quand même, ouais. Bon, on est à peu près semblable. Ouais, voilà, Dubaï est la base, notamment. Tu veux pas être ici l'été, il fait trop chaud. Ouais. Mais sinon, pour le reste, c'est incroyable. Et tu vois, donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu as quelque chose que beaucoup d'infopreneurs n'ont pas. C'est-à-dire que tu vends pas seulement des formations, mais tu vends aussi un logiciel, en fait. Et ça, c'est vrai que moi-même, je le fais pas, tu vois, mais ça me paraît être une continuation logique pour beaucoup d'infopreneurs, parce que ça reste un produit d'information et qui peut scaler beaucoup plus. Donc, tu peux nous parler un petit peu de ton logiciel? Ouais, ça c'est intéressant parce qu'en fait, moi, ce qui me motive, c'est vraiment l'évolution aussi. Tu vois, si je fais souvent la même chose, je m'ennuie. Donc, là, par exemple, le schéma locatif, achat, location, j'ai adoré en France, mais j'ai l'impression, au bout d'avoir fait des dizaines d'appartements, que c'est toujours pareil, même sur de l'éco-commerciaux. C'est un peu lassant. Après ça, tu fais de l'infoproduit, tu apportes tes connaissances et tu vends de l'accompagnement, c'est génial, tu découvres tout un monde, c'est hyper palpitant, mais au bout de 5 ans, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. Et donc, la nouvelle aventure qu'on est en train de vivre, c'est un logiciel qui s'appelle ImmoScan, qu'on a co-créé, on est quatre fondeurs, donc c'est pas que mon bébé, mais j'adore ce produit parce que c'est un produit à la base que j'ai créé pour nous, dans notre intérêt pour trouver des biens hyper rentables. Donc, c'est-à-dire que quand tu investis dans l'immobilier, tu as 2 problèmes. C'est trouver la super bonne affaire et la faire financer. Si tu arrives à trouver 10 bonnes affaires par jour et que tu auras un financement illimité, littéralement en quelques mois, tu serais millionnaire, tu vois, même en partant de zéro. Donc, c'est vraiment dans n'importe quel pays du monde d'ailleurs, mais c'est trouver la bonne affaire et arriver à se faire financer. Et donc, quand on a créé ImmoScan, on se dit, ici, il y avait un outil qui irait scanner parmi toutes les annonces immobilières qui existent, faire tous les calculs que nous on fait, parce que quand tu trouves une potentielle bonne affaire, il faut faire ton étude de marché. Donc, même si tu as les bons réflexes mémotechniques, ça prend quand même 30 minutes d'aller voir sur les sites, voir l'évolution démographique, la tension locative, le prix moyen par nuitée, le taux de remplissage, enfin, faire une étude de marché, même rapide, ça prend 30 minutes. Donc, finalement, même quand tu cherches 1 à 2 heures par jour, tu n'as pas vu grand-chose et en général, ça prend 3-4 mois pour trouver une bonne affaire. Donc, grâce à ce scanner, qui en un clic va sur 2 millions de petites annonces, eh bien, il te donne sur le plateau le top 0,1% des meilleures affaires en France. Waouh! Et donc ça, c'est le premier clic. C'est incroyable. Du coup, ça te fait gagner un temps fou, quoi. Ouais, c'est complètement dingue. On a des super résultats et les utilisateurs... Là, on commence simplement à le lancer. On est en période de lancement. Et d'ailleurs, sur Trustpilot, les commentaires sont excellents. Tu vas caper le nombre d'utilisateurs ou pas? Parce que je me dis, au bout d'un moment, quand tout le monde... C'est ce que je pensais aussi. Au début, on se dit, on va garder le bébé. Et en fait, il y a 2 millions de petites annonces. En France, j'étais loin de penser qu'il y en avait autant. Et le top 0,1%, en fait, il se renouvelle régulièrement. Enfin, les meilleures annonces, ils se renouvellent régulièrement. Une très bonne annonce reste pas longtemps en ligne. Mais en fait, déjà, on ne pourra pas avoir 60 millions d'utilisateurs. Tout le monde ne va pas prendre le logiciel. C'est sûr. Mais en fait, il y a un roulement permanent. Parce que les gens n'investissent pas tous sur le même secteur géographique. Pas tous les mêmes montants. Il y en a qui vont investir 50 000, d'autres 200 000, d'autres 500 000. Et puis d'autres qui atteignent leur plafond de financement. Voilà. Il y en a qui vont faire des locaux commerciaux, il y en a qui vont faire des immeubles, il y en a qui vont faire des maisons, il y en a qui vont faire de la courte durée, il y en a qui vont faire de la colocation. En vrai, le gâteau, je pense qu'il est grand, il y a toujours des opportunités. Donc, on n'est pas dans un monde de rareté, je pense qu'on est dans un monde d'abondance. Et on s'est dit, en fait, on ne va pas garder cet outil pour nous, on va l'ouvrir à notre communauté. Et on a la vision, en fait, de créer la référence du scanner en France, et c'est ça qui nous botte, et de démocratiser cet outil pour qu'il y ait un maximum d'utilisateurs puissent y avoir accès à l'utiliser. Donc la promesse, elle est super simple. Un clic pour trouver la meilleure affaire de France. Deuxième clic pour te faire financer. Tu as un bouton, une fois que tu as trouvé une bonne affaire, tu appuies dessus. Vous avez fait un partenariat avec des banques avec des brokers? Ouais, avec un broker. On a testé plus d'une centaine, et il fait passer 82% des dossiers qu'il sélectionne, il obtient un financement. Donc il a vraiment des taux excellents, ce qui n'est pas facile, parce que des brokers... Donc non seulement tu trouves la meilleure opportunité, puis en plus tu as un taux avec les meilleures conditions, en tout cas des bonnes conditions. Wow. Exact. Ouais. Et ça vous a coûté combien de développer ça? Ça a coûté, on ne communique pas officiellement, mais à la base, on ne comptait même pas le vendre. Donc l'argent qu'on a gagné dans l'immobilier, on s'est dit, en fait, on n'y connaissait rien avec Julien, on se dit, si ça nous coûte 100 000 euros, en vrai, c'est énormément d'argent, mais ça sera quand même hyper rentable. Parce qu'il suffit qu'on achète un immeuble. Là, on commence à avoir fait des plus-values de plusieurs centaines de milliers d'euros sur nos meilleures opérations. On se dit, on n'en fait que un.
ça sera déjà rentable, tu vois. Donc même si ça nous coûtait 100 000 euros, ça aurait été rentable. Bon, en vrai, ça coûte un peu plus cher parce qu'un développeur, un seul développeur, ça coûte quand même 500 euros la journée. Il en faut quand même pas mal. Et le développement a duré un an et demi. Donc ça fait quand même des bonnes sommes. Mais finalement, après ça, qu'on a vu que le produit fonctionnait bien. Ça coûtait plus de 100 000 alors. Ça coûtait une bonne somme d'argent. Et après ça, on se dit, bon, de toute façon, ça sera rentable. Et pour nous, mais ça peut être aussi rentable pour les personnes. Donc la vision qu'on a maintenant, c'est de l'ouvrir et de le démocratiser pour aider un maximum de personnes. Et puis après ça, on n'a pas fait de levée de fonds sur ce produit-là. Parce que tu sais, la plupart des logiciels font des levées de fonds. Mais nous, on voulait garder l'intérêt des utilisateurs au centre de la table. Et non pas à rendre des comptes à des investisseurs qui, eux, veulent un retour sur investissement. C'est normal. Ils te mettent de l'argent dans le projet, mais ils veulent, après ça, que tu revendes ou pas. Nous, ce n'était pas notre but. Notre but, c'est de créer le meilleur outil qui soit, et puis on verra où ça nous emmène financièrement. De toute façon, l'outil est déjà payé. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas de crédit. Donc, peu importe qu'on le vende ou qu'on ne le vende pas, de toute façon, il existe. Donc, c'est pas... Ouais, pas un problème. On en parlait un petit peu avant l'interview et tu m'as dit que tu pouvais faire un code de réduction pour les gens qui regardent. Ouais, tout à fait. Ce que je te propose, s'il y a des gens qui veulent déjà aller se renseigner peut-être, ça s'appelle ImmoScan. Vous pouvez aller sur Trustpilot aussi, voir ce que les gens en disent. Ce que j'adore dans ce produit-là, c'est quand c'est une nouvelle aventure, c'est que on doit avoir 58 avis sur Trustpilot, c'est le début, mais il n'y a que des avis 5 étoiles. Il y en a 2 qui ont mis 4 étoiles. Ils disent, ouais, c'est génial, mais ils ont pas cliqué sur 5 étoiles, ils ont cliqué sur 4. Glisse, le doigt glisse. Ouais. Ils ont mis 4 étoiles à la place de 5. mais tout le monde, 100% des gens disent que c'est génial parce que littéralement, un enfant de 6 ans arrive à cliquer, à trouver une bonne affaire. Je mets à ma fille qui a 10 ans, elle c'est un système d'étoiles, tu lances une recherche, ça trouve des super bonnes affaires. Donc voilà. Donc si pour tes auditeurs, les amis, ça vous intéresse d'en profiter, on va créer un code promo, on va l'appeler Olivier, si t'es d'accord. Ouais, ok. On le mettra en dessous et voilà, avec le code promo Olivier, eh bien vous aurez une réduction. Je vous laisse aller voir la réduction qu'on vous prépare sur le bon de commande. Excellent. Aujourd'hui, tu as quand même un beau succès et un style de vie qui clairement peut faire rêver pas mal de gens. Est-ce que tu dirais que tu as une croyance qui est différente de celle de la plupart des gens? Croyance différente? C'est une bonne question, ça. Si j'analyse, tu vois, par rapport à la plupart de mes... C'est marrant parce qu'il y a 3 semaines, ça fait longtemps que je n'ai pas eu mes amis d'enfance. On a un groupe à peu près de 25. Et j'ai été les voir il y a 3 semaines, ça fait 2 ans que je ne les avais pas vus. Tu vois, donc ma vie a beaucoup changé entre-temps. Et je ne suis pas sûr que ma vie les fasse rêver. Tu vois, donc tu es en train de dire... tu as atteint un certain niveau de succès, ça dépend pour qui. Moi, je me suis créé la vie que je voulais me créer, et j'avais une vision très claire, et je suis content d'y être arrivé, mais par exemple, mes potes, je suis pas sûr que si tu leur donnes ma vie, ça les fasse rêver, tu vois. Et en tout cas, il y en a un qui m'a dit, et ça m'a quand même fait rigoler, t'as eu de la chance. Tu vois, alors que ça faisait quand même 20 ans que je les saoulais, les gars, quand j'achetais mes premières maisons. Je dis putain, c'est énorme. Quand je commence à avoir des petits succès, je dis imaginez, vous achetez des maisons, vous remboursez moins à la banque que le crédit, que le loyer. Et je dis putain, faut le faire quoi. Et maintenant, 20 ans après, ils me disent ouais, mais finalement, t'as quand même eu de la chance, tu vois. Et donc là, je dis putain, il y a un truc qu'il n'a pas compris. Et il m'a dit aussi ouais, mais tu l'as fait au bon moment. Et en fait, c'est toujours le bon moment. Tu sais, c'est le fameux proverbe chinois ou japonais qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Oui. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Bah oui. Donc, te dis pas qu'il y avait un bon moment. C'est toujours possible. En 2025, ça sera en 2030, ça sera en 2035. Mais plutôt tu commences. En 2045, les gens vous diront waouh, t'as acheté l'immobilier en 2025, mais t'as démarré en bon moment. Bah attends, t'as acheté du bitcoin à 85 000 $. Ah, putain, t'étais un visionnaire. C'est ça. Putain, il a 1 million, mais t'étais un visionnaire en 2025. Alors, c'est parce que va devenir le bitcoin, mais de toute façon, prends des risques qui sont calculés, point barre, quoi. Donc, oui, j'ai ce truc-là en me disant c'est possible. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si on prend pas de risque, il se passera rien. T'es pas sûr quand tu prends des risques que ça va évoluer en bien. Mais tu prends des risques mesurés, tu apprends au fur et à mesure, tu sais tirer. Quand tu fais des erreurs, tu les analyses pour pas les reproduire. Et puis, c'est ça. Et de toute façon, soit tu fais une erreur, soit ça réussit, soit tu apprends. Et puis, même si tu as fait une erreur, ça peut paraître très cliché de dire ça, mais c'est la réalité. Des fois, tu te plantes. Tu vois, tout n'a pas fonctionné. Ça m'est arrivé de perdre quand même des grosses sommes d'argent. J'ai investi dans du mining, dans du bitcoin. J'ai perdu quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai certainement mal fait ma due diligence et tout ça. Tu vois, donc, en ayant fait des investissements qui, des fois, n'ont pas réussi en dehors de ma zone de compétences, je me dis, j'ai perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros, je n'étais pas bon, je ne me suis pas formé. Ça m'arrive aussi. Et donc, en fait, c'est de ma faute, ce n'est pas de la faute de quelqu'un d'autre. Hein.
Donc, tu dirais finalement la croyance que tu as que les autres n'ont pas, c'est quoi? C'est que la chance, c'est plus une compétence, et une compétence qui se travaille et qui vient de la persévérance? Je sais pas exactement. Je pense que le facteur commun de toutes les personnes qui réalisent ce qu'elles veulent réaliser, c'est qu'elles passent massivement à l'action sans se trouver d'excuses. Et elle ne regarde pas le dessus. Moi, en fait, tu sais, je suis très fainéant comme à la base, et j'essaie de prendre tous les jours, faire avancer un petit peu mon truc, que ce soit mes investissements immobiliers, faire un petit peu, bouger l'aiguille un petit peu, et c'est tout. Je réfléchis pas plus loin que ça. Et après ça, c'est la somme des effets cumulés qui, au bout de 10-15 ans, t'amènent à la situation désirée. Au bout de 6 mois, tu vois pas de résultat. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, il faut se dire, tu t'améliores de peut-être 1% par mois. Ouais. Et en fait, ça paraît rien du tout au début, mais en fait, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Parce qu'au bout de quelques années, c'est exponentiel. Ouais, tu sais, il y a un très bon bouquin de Darren Hardy, Effet cumulé. Il est incroyable, ce bouquin. Ça, c'est un bouquin aussi qui m'a fait comprendre que, OK, regarde pas le dessus de la montagne, avance, et puis sans prétention. Après, chacun a son chemin. Moi, je suis content de mon chemin, parce que c'est celui que j'ai choisi, mais ça ne correspondrait pas à beaucoup d'autres personnes. Le principal, c'est d'être heureux. Moi, ma vision, c'est, encore une fois, l'argent, on s'en fout. C'est bien d'avoir de la fuck you money pour dire fuck you. Pour dire fuck you aux gens. Pour te lever à 9h du matin. Voilà. Pas de réveil, pour moi, c'était vraiment la top des priorités. Je suis d'accord. Ça, c'était vraiment le plus grand luxe. De ne pas avoir de réveil. Ça me stresse d'avoir un réveil. Le temps de sommeil, c'est ce qui est le plus important pour bien te sentir. Donc là, tous les deux, on a passé une sale nuit, on a mal dormi, on ne sait pas pour quelle raison. Ça arrive, voilà, c'est juste que... Ça arrive, mais ce matin, rare, si on se lève à 11h, on se lève à 11h, tu vois. C'est pas... Il n'y a pas de stress de dire, on est lundi, en plus, donc on a eu un boulot normal, et ben à 8h30, il fallait qu'on soit en forme dans notre, tu vois, à notre bureau, même si on n'était pas productif. Et ça, c'est une grosse connerie, en fait, tu peux pas être productif sur commande. Alors que quand tu travailles pour toi, tu as des moments de génie, un peu, tu vois, des éclairs. Tu vois, par exemple, j'arrivais pas à dormir hier, et j'ai regardé un film, Le Banquier, dont je te parlais, et je me suis dit, je m'allonge, il était 3-4 heures du mat, j'arrive toujours pas à dormir, et je me dis, OK, je vais faire 2 actions hyper intéressantes, je vais envoyer un message à tel broker pour pouvoir lever 1 million de dettes, et mercredi, je prends des rendez-vous, j'envoie 2-3 messages pour aller visiter un quartier où là, il y a vraiment de l'argent à faire, tu vois. Ça a été 2 messages, mais qui vont potentiellement changer ma vie dans les 12 prochains mois. Eh ben, excellent. Ouais. Tu as bien fait à dormir, alors. Ouais, peut-être, on ne sait pas, on verra. Ou peut-être que ça ne fonctionnera pas. Ouais, mais bon, c'est comme pareil. Ouais. Quels sont les échecs ou erreurs que tu regrettes vraiment pas d'avoir fait? Les échecs ou erreurs, le premier qui me vient à l'esprit, c'est la ferme dont je te parlais tout à l'heure, là, 5 ans de travaux à avoir rien gagné. Mais si je n'étais pas passé par cette étape-là, est-ce que je serais arrivé à avoir le même parcours derrière? Peut-être pas. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux sans m'infliger 5 ans de pertes. Mais rares sont les histoires quand même où tu réussis du premier coup. En fait, il faut toujours un peu galérer. Enfin, je sais pas, la plupart des entrepreneurs ont fait faillite avant. Il y a beaucoup de... Tu es obligé d'avoir un peu des échecs pour avoir des grands succès. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir des grands succès, hein, mais je suis arrivé à réaliser et je continue de réaliser ce que j'aime faire. J'ai fait des échecs, certains qui étaient complètement inutiles, des pertes de temps et d'argent. Est-ce qu'il y a eu moyen de faire autrement? Oui, certainement, mais j'ai pas de regrets en tout cas parce que ça fait partie du chemin, tu vois. Si tu te retrouvais dans le film Un jour sans fin, tu l'as déjà vu? Ça me dit quelque chose. Kevin Spacey, non? Ça recommence tous les jours. Je me souviens plus trop l'histoire. C'est pas avec Kevin Spacey, c'est avec Bill Murray. Okay. Et c'est effectivement donc en fait il se réveille tous les jours et il vit la même journée. Ouais. Mais imagine que tu puisses choisir une journée de ta vie que tu revives en boucle comme ça. Ça serait laquelle? J'adore. En fait, je me pose tous les jours cette question-là, tu vois. Parce que je l'ai vu aussi dans des bouquins de développement personnel, tout ça. Si c'était la dernière... C'est David Laroche aussi qui en parle de temps en temps et ça m'avait marqué quand j'en parlais avec David. Il m'a dit, si c'était la dernière journée de ta vie, est-ce que tu serais content d'avoir vécu cette journée? Et ça, c'est un leitmotiv c'est une phrase que je me répète souvent. Est-ce que là, la journée que je viens de vivre aujourd'hui, est-ce que j'aurais changé quelque chose si j'avais eu si ça aurait été la dernière? Et si tu n'aurais rien changé, c'est que tu as passé une très belle journée. Donc tous les jours, j'essaie d'améliorer en me disant, tiens, ça c'était chiant aujourd'hui, je ne vais pas le refaire demain, tu vois. Donc j'essaie de faire en sorte que ma vie, à l'heure actuelle, l'environnement dans lequel je suis, ma femme, mes enfants, passer du temps, que mon business qui porte quand même des fruits, mais qui ne soit pas trop chronophage, non, j'essaie de faire en sorte que chaque journée, si c'était la dernière, je n'ai pas de regrets. Et souvent, ça m'arrive de me dire, mes enfants, je les saoule. Je me dis, putain, on est bien, on est heureux, on a une belle vie. Hein. Aujourd'hui, si c'était la dernière journée, j'aurais été content. J'en parle pas de la mort, mais je dis souvent à mes enfants, on est heureux, on a une belle vie. Ça.
Mes enfants, hier, ils m'ont dit « Mais papa, tu me saoules à me dire tout le temps qu'on a une belle vie. » La première fois qu'ils me faisaient la réflexion. C'est vrai que je le dis souvent. Mais j'essaie de prendre conscience qu'on a une belle vie. Alors, c'est super, mais ça répond pas à la question, du coup. C'est quoi la question? La question, c'est si tu devais choisir une journée dans ta vie que tu revivrais en boucle, ce serait laquelle? Ah, bah, celle que je fais tous les jours. Donc, c'est-à-dire me lever, prendre du temps pour moi. Il n'y a pas une journée en particulier où ça a été incroyable? Pour moi, les plus belles journées, c'est où j'ai appris des choses, tu vois, où ça m'a fait péter des croyances limitantes. Là, ça me donne une dose de motivation extrême. Comme quoi, par exemple? Par exemple, hier, tu vois, les gars avec qui on a discuté, j'ai appris des choses. Hier, on a fait un brunch. Hier, on a fait un brunch avec des entrepreneurs. T'as organisé un brunch. Ouais. Et il y avait des gens, et c'est assez régulier à Dubaï, qui me font péter des croyances limitantes. On me dit, je sais pas si c'était son nom, il y a un gars qui a acheté un terrain, et là, ça m'a fait péter un boulon. Et il a acheté un terrain. À Dubaï. À Dubaï, il y a 4 ans, il a acheté 3 millions d'euros, et là, il a des offres. Il n'a rien fait sur le terrain. Il a acheté 3 millions d'euros. Donc déjà, c'est 1600 mètres carrés. Donc, moi, avec ma petite expérience, mon raisonnement français, je me dis 3 millions d'euros, c'est cher pour 1600 mètres carrés. Il a acheté il y a 4 ans et là, il a des offres à 12 millions d'euros. Et il n'a rien fait dessus. Il n'a rien fait dessus. Ah ouais. Et s'il construit une villa. C'est du passif, là, pour le coup. Ah oui, et s'il construit une villa qui va lui coûter 5 millions dessus, il pourrait la revendre minimum 25 millions. Wow. Et donc là, ça m'a explosé le cerveau, tu vois. Donc il y a pas mal d'infopreneurs qui font des coups fabuleux en ce moment. C'est pas un infopreneur, mais il avait un business physique. Je devrais dire entrepreneur, d'ailleurs. Ouais, entrepreneur, ouais. Ici, en ce moment, à Dubaï, il y a tellement de millionnaires qui viennent vivre ici qu'il y a des coups incroyables à faire. Mais il y a aussi quelqu'un au brunch qui disait que c'était peut-être une bulle et qu'il fallait se méfier. Bien sûr, ça, personne ne le sait, en fait, le débat de c'est une bulle ou pas. Moi, je me l'enlève complètement de mon cerveau parce que la vérité, personne ne le sait. Il peut y avoir une récession avec Trump qui prend des décisions un peu loufoques ou tu vois, instantanées. En tout cas, on ne le sait pas. Donc, moi, ma stratégie est très claire, c'est un pied dans le marché, un pied en dehors du marché. Si le pied que j'ai dans le marché monte, c'est cool, j'en profite. Et le pied, toujours avoir des liquidités parce que si le marché se casse la gueule, c'est une aubaine et je rentre. Donc, j'essaie de faire à peu près, ça peut dépendre des phases, mais à peu près moitié-moitié, tu vois. Ok, donc finalement, t'as pas une journée spécifique que tu J'ai toujours pas répondu à ta question. T'as vraiment pas envie d'y répondre. Mais non, en fait, je vais te répondre. C'est une journée où tu apprends. C'est une journée où tu apprends quelque chose qui te... Mais non, mais je sais, ouais, franchement, j'ai pas d'exemple. Je vais te répondre, Olivier. Parce que t'as tellement de belles journées dans ta vie que tu pourrais, tu sais pas trop. Non, j'ai pas une journée incroyable. Ou pas forcément incroyable, mais si tu devais en choisir qu'une. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, on va, non. on va passer à l'autre question. J'en ai une, mais elle est trop personnelle. Elle est trop personnelle. C'est interdit au moins de 18 ans. C'est interdit au moins de 18 ans, je peux pas te dire. Ok. Ouais. Bon, si la journée parfaite que j'ai vécue, ce serait celle-là, mais elle est interdite au moins de 18 ans, je peux pas te dire. Écoute, elle est pour ta vie privée, mais en tout cas, t'en as. Ok. T'en as une en tête, là. Ouais. Ça marche. Est-ce que ça t'arrive parfois de... peut-être pas regretter, mais en tout cas te dire, tiens, peut-être, qu'est-ce qui se serait passé si au lieu de choisir la qualité de vie et la liberté comme objectif final, j'avais choisi l'ambition? Est-ce que des fois, tu te poses la question? Comment aurait évolué ma vie si tu avais décidé d'avoir le couteau entre les dents pour bâtir un empire, par exemple? Ouais, j'imagine qu'elle aurait été avec beaucoup plus de travail, beaucoup plus de revenus financiers. Mais tu te poses la question parfois ou tu t'es vraiment très... aligné avec... non, je suis très aligné. Non, pour moi, ça n'existe pas, ça. Je suis pas du tout, mais pas du tout jaloux des gens que je vois gagner plus d'argent autour de moi, à part s'ils travaillent moins que moi. Là, je me dis, ils sont malins et c'est inspirant. Et du coup, c'est pas du tout de la jalousie. C'est pas de la jalousie, c'est l'inspiration. Mais tu vois, le mec dont je te parlais là, avec le terrain, il a acheté un terrain, il a rien fait, entre guillemets, il a rien fait. Il a fait un travail de signature, il a quand même analysé le projet. Ouais. Il a pris le risque. Il a pris le risque. Mais c'est un très bel investissement. C'est-à-dire faire 9 millions net, parce qu'il n'y a pas de plus-value, en 4 ans, en ayant placé 3 millions d'euros. Et s'il rajoute une villa, il va gagner encore plus. C'est très inspirant. En plus, il n'y a pas d'impôt sur les gains de capitaux à Dubaï, donc c'est vraiment du net, ouais. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que... Donc ça m'inspire. Mais après ça, les gens que je vois travailler énormément, qui gagnent peu importe la somme, c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc je suis... Non, moi, c'est très, très aligné avec ça. Je veux surtout pas travailler 60 heures par semaine à l'heure actuelle. Quand mes enfants, mes 2 filles auront 18-20 ans et qu'elles quittent le foyer, et que peut-être que j'aurai envie de travailler parce que j'aurai envie de me épanouir professionnellement,
ouais, ça va je vais peut-être me relancer je dis n'importe quoi, peut-être acheter un hôtel parce que c'est un projet ou faire de la promotion immobilière. Et là, pour le coup, il faudra que je travaille beaucoup parce que ce sera, tu sais, comme quand tu écris ton bouquin. Ça sera un kiff, quoi. Ça sera un kiff. Quand tu écris ton bouquin, c'est 2 ans et demi de travail intensif et c'est compliqué d'écrire un travail. Un mais bouquin, moi, je vois pas comme un boulot, en fait. Ouais, et ben voilà. Donc, tu peux, en fait, à partir du moment où tu vois plus ça comme un travail, parce que le travail vient du mot torture, si je me trompe pas. Donc, si c'est plus un travail, après ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, travailler plus pour gagner plus d'argent, non, parce que ce qu'il faut, c'est de la sécurité financière. Ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière. Et si tu vois que tu as un problème de santé dans 2 ans, tu seras, je pense, pas tellement content d'avoir travaillé les 2 dernières années de ta vie à fond. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que pour regarder les gens qui t'inspirent, tu regardes pas seulement ce qu'ils gagnent, tu regardes aussi comment ils gagnent leur argent. Mais je veux dire, pas seulement en termes de ce qu'ils font, mais de comment ils le font. Et finalement, probablement que, enfin, tu l'as pas exprimé comme ça, mais tu regardes d'une certaine manière quel est leur taux horaire. C'est-à-dire que s'ils sont à 70 heures par semaine et qu'ils gagnent, admettons, 2 fois plus que toi qui est à 15, bah, tu gagnes plus qu'eux, en fait. Bien sûr, au taux horaire. Ouais. Et je regarde aussi le niveau de bonheur général. C'est-à-dire que on parle de finance et on parle d'entrepreneuriat, mais c'est aussi est-ce qu'il a réussi sa vie personnelle? Est-ce qu'il est heureux en couple? Ou pas en couple, mais qu'il est heureux quand même. Et on connaît ici des entrepreneurs qui cartonnent, mais clairement qu'on voit jamais dans les soirées, dans les brunchs et tout ça, hein, qui n'ont pas de vie, et parfois même qui effectivement se séparent de leur compagne. Après, ça peut arriver à n'importe qui, hein, mais je veux dire, il y a quand même une certaine corrélation entre les top et ceux qui n'ont pas forcément le meilleur style de vie. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais eu un réel passé de Marc Simoncini qui disait, l'intervieweur lui disait, mais si c'était à refaire votre vie entrepreneuriale, c'est quoi votre plus gros regret? Et il doit dire, toi, il me prend vraiment du temps pour analyser, il dit, c'est de ne pas avoir vu grandir mes enfants, quoi. Et donc la femme lui dit, bah alors si c'était à refaire, vous le referiez? Et puis il réfléchit comme ça, il dit, je pense que je referais différemment, je ferais pas pareil. Et donc, boum, ok. Un des mecs qui m'a inspiré il y a quelques années pour devenir entrepreneur, un des mecs que je considère successful, lui-même analyse sa propre situation en disant qu'il ne ferait pas cette erreur. Et il fait une erreur que toi, tu n'as pas fait. Bah, du coup, je me suis dit à ce moment-là, je ne vais pas aller la faire. Ouais. Et il y a un truc que j'ai compris très tôt quand j'avais 20 ans aussi, c'est quand je travaillais dans le traitement de l'eau, comme je te l'ai dit, toute ma clientèle, c'était des petits vieux, la plupart. À la campagne. Et je passais mon temps, tous les ans, j'allais les voir. Alors, comment ça va, monsieur Dupont, cette année? Bah, ça va bien, machin. Ils se mettaient derrière moi, puis j'étais leur assistante tu vois, de la journée. Enfin, c'était un petit peu le moment de parler pour eux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de visites à la campagne. Et la plupart, ils me disaient, bah voilà, je viens d'avoir... Enfin, la plupart, je vais schématiser, mais j'ai 1 ou 2 personnes, ça m'a vraiment choqué, ils m'ont dit, voilà, j'ai bossé toute ma vie, 40 ans à l'usine, par exemple. Là, je viens d'être en retraite. Il y a 1 an, et on vient m'annoncer un cancer, il me reste 1 an à vivre, et l'année prochaine, vous ne serez pas là. S'il vous plaît, vous êtes un petit jeune, faites pas l'erreur que moi j'ai fait. Vivez votre vie maintenant, quoi. Boum, ok, j'ai eu un témoignage comme ça, point barre, ok, la vie, elle est réglée. Je prends le témoignage de cette personne-là, je l'intègre, et je ne ferai jamais cette erreur. C'est une promesse que je me suis fait, que je commencerai par la retraite, le plus tôt possible. Tu vois? Donc là, tu te sens à la retraite? Je me sens libre. À la retraite, j'aime pas ce mot-là, ça fait un peu fainéant. C'est comme le mot rentier, j'aime pas ce mot-là. Moi non plus. Je me sens libre. Donc, je suis très aligné avec moi-même et j'ai, entre guillemets, le luxe, je me le suis créé le luxe, hein, mais de ne plus avoir à travailler. Si demain je ne travaille plus, j'aurai quand même j'aurai quand même des revenus sur mon capital. Donc, j'ai assez de revenus sur mon capital pour vivre confortablement pour le reste de mes jours. Après ça, il peut y avoir un crack boursier, il peut y avoir un crack immobilier, je peux perdre. Donc, s'il faudra retravailler, j'ai la capacité et je le referai. Mais si j'arrêtais, et si l'économie se porte plutôt bien, j'aurai assez d'argent pour vivre pendant plusieurs décennies. Pareil. Donc, c'est bien. C'est quand même incroyable. Hein. Bah oui, on a vraiment cette liberté de faire ce qu'on fait plus par choix qu'autre chose, et c'est incroyable. Et quand tu as le choix le matin de faire vraiment quelque chose qui te motive, et non plus pour les mauvaises raisons, qui sont en général financières, il y a 2 effets. Déjà, tu es beaucoup plus aligné, mais tu es aussi beaucoup plus productif et en général, tu crées beaucoup plus de valeur. Donc, ça fait des années que tu voyages énormément, tu t'es expatrié plusieurs fois. D'après toi, quels sont les principaux bénéfices du fait de s'expatrier? L'ouverture d'esprit, ça c'est complètement game changer. Tu grandis, tu sais, on dit chaque voyage, tu reviens un peu transformé de chaque voyage. Alors après ça, au bout du 50e voyage, 50e nouveau pays, je pense pas que... Mais le premier impact, les premières fois que tu pars dans un pays, vivre quelques mois, vraiment en immersion, apprendre une nouvelle langue, tu reviens transformé. Ta situation, elle est changée. D'ailleurs, souvent, après ça, il y a un petit peu un phénomène de dépression quand tu reviens dans ton pays d'origine. Moi, ça m'était arrivé quand j'étais parti 1 an en Australie.
Je reviens dans mon village d'origine. Quand je suis parti, tous mes potes, on était autour d'une table en train de boire des bières. Je suis revenu au bout d'un an. J'ai vécu plein de trucs. J'ai appris à parler anglais parce que je parlais pas bien anglais avant. J'ai fait de la vente en porte-à-porte. J'ai cueilli des fraises. J'ai fait la plonge. J'ai eu des moments de galère. J'ai dormi 15 jours dans la rue. En Nouvelle-Zélande, j'avais plus du tout d'argent. Enfin, j'ai vécu des hauts et des bas, tu vois, vraiment. Wow. Je suis arrivé en Australie, j'avais 500 € pour Incroyable. un an. J'avais pas d'argent. Et je mettais un point d'honneur à pas demander d'argent à mes parents. Donc à un moment, je me suis retrouvé dans la rue. Mes parents auraient pu m'envoyer 500 € s'il fallait, quoi. Mais je voulais me démerder tout seul. C'était un moment de test, tu vois. Et je reviens au bout d'un an. Et je retrouve mes mêmes potes à la même table, dans le même café, en train de boire des bières. Et j'arrive, ça fait un an que je suis parti. Et eux, ça fait un an qu'ils ont vécu la même histoire. Un an, alors ils ont vécu aussi des choses, hein, c'est pas une critique, mais je reviens et ils m'ont dit alors, c'était bien l'Australie? Je dis bah ouais, ok, allez, viens boire une bière. That's it. That's it. T'es un peu comme les hobbits qui reviennent dans la comté après avoir fait toutes leurs aventures et puis t'es un peu un alien, quoi. Et rien de plus. Et donc, du coup, et je leur veux pas, hein, c'est simplement que c'est pas dans leur schéma de pensée. Et je me suis dit, bon, bah, je pourrais toujours revenir d'où je suis parti. Peu importe dans ma vie ce que je ferai, tu pourras toujours revenir. Au pire, si tu vas là où tu vas, ça te plaît pas, tu reviendras en arrière. Donc, ouais, je pense que le voyage est un gros accélérateur de développement personnel pour se découvrir. Et moi, tu sais, j'ai des rêves depuis tout petit. Je me suis fixé des rêves, c'était aller sur tous les continents du monde. Donc ça, c'était fait. Deuxième rêve que j'avais, c'était aller dans tous les pays du monde. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié. Et le troisième rêve, c'est de partir dans l'espace. Donc c'est des rêves. Ça, moi, j'aimerais bien aller dans l'espace. Ah ouais? Alors, je pense que d'ici 10-15 ans, ça sera facile. Ah, bah c'est pour ça que j'ai commencé l'immobilier avec Julien, d'ailleurs. On a commencé à acheter les premiers immeubles. Je me souviens, on allait dans le sud de la France, on galérait et tout ça. Et à un rond-point, il me dit... il me dit, c'est quoi ton rêve? Je dis, bah, c'est partir dans l'espace. Et il s'arrête, on se regarde, tu te fous de ma gueule. Parce que moi aussi, ça me rêve. Je dis, ah ouais, ok, bon, bah, ce qu'on fait, il y avait Richard Branson à l'époque qui avait annoncé qu'avec Virgin Galactic, ça allait coûter $200 000. Ouais. On dit, ok, on va bosser comme des oufs, $200 000. Les 200 premiers $1,000 qu'on économise, c'est pour partir dans l'espace. Le temps qu'on arrive à avoir les $200 000, le prix du billet est monté à 450 000. Alors, il n'était pas prêt parce qu'il y a eu un mort, il y a eu des tests. Oui, et maintenant, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Ouais. Et là, il a 450 000 $. Donc, je suis toujours sur la liste de Richard Branson, mais à 450 000 $. Et vu que c'est pas hyper fiable encore, je me dis que j'attends encore, tu vois. Mais quand je vois Jeff Bezos, il faut des billets aussi à 400 000 €. Il y a Kate Perry qui vient de partir la semaine dernière. Exactement. Mais 11 minutes. On voit qu'ils sont en train de se développer. Ouais. C'est très court, c'est ça le problème. Et est-ce que c'est vraiment l'espace Blue Origin? C'est plutôt suborbital. C'est la ligne de Kármán, quoi. Ouais, donc c'est... Bon, par contre, non, les vrais espaces, ça sera SpaceX, mais on voit que l'industrie spatiale du tourisme est en train de naître. Et d'ici... Et si SpaceX arrive à faire son Starship, logiquement, le coût d'accès à l'espace va être divisé par 10 ou 100, ça va être incroyable. Mais bon, SpaceX, là, quand tu pars vraiment en orbite, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. C'est plus du tout les mêmes budgets. Pour l'instant, mais l'idée du Starship, c'est que vraiment, ça soit une sorte de bus de l'espace. Quoi, à terme, ça coûte que quelques milliers d'euros. Et moi, je me dis, mon deuxième raisonnement, pourquoi je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que c'est quand même encore assez risqué. Oui, et que tu peux le faire jusqu'à 93 ans, parce que la personne, tu sais, le commandant de Star Trek, il est parti sur Blue Origin à 90 ou 93 ans. Le gars qui joue dans la série. Donc tu peux le faire vraiment tard. Ouais. Par contre, ce que j'ai fait le mois dernier, qui était quand même super cool, qui est déjà un premier pas vers le sortir vers l'espace, c'est de faire un vol zéro gravité. Oui, à Bordeaux. Ça coûte 6 000. Ouais. 7 500 maintenant. Ah, ça va monter. Mais, ils augmentent. L'inflation à tout. Ah oui, mais je me suis inscrit il y a 4 ans. Ça a été annulé pendant le Covid, donc j'ai pas pu garder ma place. Ils m'ont remboursé. Tu sais que tu peux le faire aux États-Unis aussi. Ouais, il y a 3 endroits dans le monde, Russie, États-Unis et. Ah, alors en Russie, tu peux même aller dans un avion de chasse qui t'emmène à 20 km d'altitude ou un truc comme ça. Okay. Et tu commences à voir la courbure de la Terre. Ouais, trop bien. Mais là, tu rentres dans un avion genre un MiG. Ouais. Ça doit scotcher ça. Ah ouais, mais en Russie, tu peux à peu près tout acheter. Hein. Ouais. Je crois que c'est pas là aussi où tu peux tu peux louer un tank et tirer avec ton tank. Peut-être. C'est des pas n'importe où évidemment, mais. Ouais. Enfin, je sais pas si je dirais tirer avec des tanks en Russie à l'heure actuelle. Ça peut être drôle, quoi. Oui, peut-être pas, mais bon. Mais ça, c'était excellent comme expérience parce que quand on a fait le vol 0G, le truc marrant, c'était que Thomas Pesquet était le pilote de notre avion. Ah, excellent. Et que donc. Mais ça a été annulé du coup. Non, ça, je l'avais réservé il y a 4 ans, il a été annulé, mais je viens de le faire là le mois dernier. Ah, génial! Et donc quand on arrive, le gars. Tu l'avais pas dit? Bah non, c'est pas vu depuis. Et le pilote, c'était Thomas Pesquet. On a de la chance parce
parce qu'il pilote de temps en temps cet avion, mais c'est pas du tout. C'est pas tout le temps. Et il est venu après faire une parabole avec nous, parce que tu fais 15 paraboles de 22 secondes, et il est venu avec nous faire la petite photo derrière en apesanteur. Tu fais des expériences avec de l'eau, tu lâches de l'eau, tout ça, donc tu gobes de l'eau comme dans Tintin, t'es en apesanteur, c'est vraiment très très cool. T'es bien marré ? Ouais, excellent. Et d'ailleurs, tu fais 5 minutes cumulées, ce qui est plus qu'un vol Blue Origin où tu fais 3 minutes 30. Donc, mais t'as pas la vue par contre. Ah, t'as pas la vue. Ah, ça, t'as pas la vue, mais tu fais un peu plus d'apesanteur. Mais c'est que 7 000 € contre 450. Ah, donc oui, c'est un premier pas, tu vois. Oui, c'est un premier pas. Mais ça fait longtemps que je veux le faire, donc c'est bien, tu m'encourages à... Et c'est très bien parce que le gars qui a organisé ça, Jean-Michel Clairvoy, il est parti 3 fois, c'est un astronaute qui est parti 3 fois dans l'espace, donc plus que Pesquet. Il a été réparé Hubble, le satellite. Enfin voilà, il te fait une conférence, donc t'es vraiment avec Thomas Pesquet, lui, t'avais 2 astronautes à portée de main avec qui tu peux discuter, donc c'est une très belle expérience, ouais. Bon, c'est marrant, ça fait encore un point commun en plus. J'ai toujours adoré l'espace et donc clairement ça fait partie de mes objectifs. Et du coup, vu que tu as vraiment ce focus d'équilibre de vie entre ta vie pro et perso, est-ce que tu as des ambitions pour les 5 prochaines années ? Et si oui, qu'est-ce que tu as prévu pour pas justement que ça nuit à cet équilibre ? Ouais, je me fais des objectifs tous les débuts d'année, tu vois. En termes familial, temps personnel, donc bien-être et revenus financiers. Et je me suis fait un truc très con, en fait, mais très simple, c'est mon capital investi à 10%, donc j'arrive à faire plus dans l'immobilier, hein, mais un petit peu de DCA sur des ETF, tout ça. Je me suis fait une courbe et en fait, j'ai vu que ma courbe allait évoluer si j'ai une espérance de vie normale elle est montée à quelques dizaines de millions d'euros. Donc, en termes financiers, finalement, en fait, j'ai plus trop envie de me casser la tête. Quand j'ai fait cette projection-là, c'est hypothétique, bien sûr. Parce en basant sur 10% ? En basant sur 10%. C'est quand même optimiste. En général, on prend plutôt du 8%. Oui, mais parce que je ne suis pas sur du DCA ETF, je fais de l'immobilier. Là, par exemple, sur l'immobilier, je fais 18% sur l'opération que je viens de faire. On n'a pas le temps d'en parler d'ailleurs. Ça fera l'objet d'un autre sujet, un autre débat. Une autre interview de 2 heures. Mais là, un achat à revente que je viens de faire 28%, par exemple, de marge nette à Dubaï. Ouais. Et donc, ça a mis du temps parce que j'ai vécu dedans, j'en ai profité, donc ça m'a aussi économisé un loyer. Mais sur un an, ça faisait 18%. Donc, on va dire que je fais 10%, sans me casser la tête. Je suis largement en capacité, avec mes connaissances dans l'immobilier, de faire 10-15% par an. Puis après ça, des compléments passifs dans la bourse, par exemple. Donc, si je fais 10%, ça va monter sur un capital, bien sûr, exponentiel, mais de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, je veux dire, l'aspect financier... Même si tu arrêtes de bosser aujourd'hui ? Si je fais un peu d'immobilier, oui. Ok, d'accord. Si je fais que du DCA à 8%, ça va aller moins vite. Oui. Ouais. Mais en tout cas, donc oui, tu auras plusieurs dizaines de millions d'euros vers 80 ans. C'est ça que tu veux dire, vers la fin de ta vie, quoi. D'accord. Et entre-temps, ça permet quand même de vivre confortablement. Encore une fois, moi, je suis très... tu vois, non, mais c'est ça qui est génial, c'est sûr. Moi, j'adore... Plus ton capital augmente et plus tu peux prendre... En prenant les 4%, t'as ton... Mais à contrario, si tu me remets avec un budget de 500 € en voyageant, alors, j'ai un peu plus mal au dos, machin, mais... Ah oui, on n'a plus le même âge, quoi. Non, mais je suis encore... D'ailleurs, quand je voyage, je voyage souvent très low cost, tu vois. C'est-à-dire que je prends des hôtels assez entrée de prix, même si je pouvais prendre plus cher, mais il faut que ça soit propre, moi, et confortable, quoi, tu vois. Donc, tu as vraiment des trucs pas chers. Tu fais plus les dortoirs. De temps en temps, ça m'arrive encore de faire un dortoir, rarement. Incroyable, oui. Rarement, mais ça m'arrive de temps en temps de faire un dortoir. Mais en fait, j'ose plus aller dans les dortoirs. Quand t'es tout seul ? Quand je suis tout seul, bien sûr. Alors, avec ma famille, non. Mais des fois, je fais un dortoir parce que ça me permet de rencontrer des gens. Donc, si je suis à l'autre bout du monde, je fais un dortoir. Par contre, j'hésite de le faire en France parce que, entre guillemets, j'en parle dans un podcast parce que comme ça, il n'y aura plus de problème. Mais si... on te reconnaît. Ouais, j'ai toujours un peu le mec qui... Ça fait le tic. C'est pas toi qui parle d'indépendance financière et qui dort dans un dortoir. Et ça m'a toujours fait flipper. Ça m'est jamais arrivé. Mais des fois, je vais à Barcelone, tu vois. Et il y a 2 ans, j'ai fait un dortoir à Barcelone. C'était pour dormir quelques heures. Et j'aime cette ambiance. Ça permet de rencontrer quelqu'un et tu vas bouffer en resto. Moi, en fait, quand j'arrive dans un dortoir, je parle avec les 3-4 personnes qui sont là, tu vois. On va bouffer au resto le soir ensemble et après ça, je repars. J'y vis pas une semaine, hein, mais si c'est que des fois, c'est une bonne expérience. Donc, je suis encore en capacité de voyager vraiment très low cost. Et c'est ça la beauté de la vie. En fait, tu peux aller dans le luxe, mais tu peux aussi aller dans les trucs très basiques. Mais bien, tu vois, ça nous fait un autre point commun, c'est que... Tu fais des dortoirs aussi ? Alors ça, non. Les dortoirs... À part pour tes vidéos. Les dortoirs, non. Alors oui, t'as vu que... Les capsules. J'ai testé les capsules, parce que j'ai fait le fameux format. On part d'un hôtel vraiment pas cher jusqu'à un hôtel ultra cher. Non, je fais pas les dortoirs, ça c'est... J'ai cette limite-là quand même. Mais par contre, ça me dérange pas de passer des petits boui-boui à des trucs très luxueux. Et justement, je vois ça comme un exercice, en fait, important pour pas s'habituer au luxe et toujours avoir la gratitude du truc. Mais c'est vrai que moi, tu sais, je suis pas matérialiste, je préfère m'acheter des expériences plutôt que des objets, mais vraiment un de mes kiffs, c'est de me prendre des beaux Airbnb avec des belles vues et des trucs comme ça. Mais des fois, je prends des petits trucs, et c'est comme voyager éco.
ça te fait avoir plus de gratitude sur le fait de voyager business. Carrément. Parce que sinon, tu t'habitues trop vite, en fait. Donc, c'est important de se créer des points de contraste. Alors, toi, là tu me dépasses sur ce point parce que là, j'irai jamais dans un dortoir. Clairement, sauf pour une vidéo. Mais, ouais. Non, mais c'est pas mon quotidien non plus. Mais de temps en temps, ça m'arrive, un coup tous les 2 ans, d'y retourner, tu vois, pour voir aussi. Parce que j'en ai fait des dortoirs pendant des mois et des mois. Quand j'étais en Australie, c'était dortoir tout le temps et dormir dans un van. Mais pour me remettre une piqûre de rappel, je trouve que c'est un bon exercice aussi. Et des fois, c'est marrant aussi, quand même. Bon, écoute, on s'achemine vers la fin de cette interview. Ouais. Quels sont les 3 top livres que tu recommanderais à tous ceux qui nous regardent encore? Les 3 top livres en termes de business, développement personnel, en termes de... Les 3 top livres que tu... 3 top livres. Alors, pour améliorer sa vie, de toutes les manières. 3 top livres pour améliorer sa vie. Ça peut être entrepreneuriat ou pas. Ok, voilà, je vais mettre premier Père riche, Père pauvre, le classique, mais qui m'a été le plus gros déclic que j'ai eu. Bah, c'était pas le cadran. Je t'ai parlé du cadran, mais il m'a fait un premier truc, mais après ça, quand j'ai lu Père riche, Père pauvre, je trouve qu'il est encore plus impactant pour les débutants. Donc, Père riche, Père pauvre, vraiment le tout premier à mettre au-dessus de sa liste. Un livre qui m'a impacté, mine de rien, je vais te faire un petit coup de promo, mais tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Mine de rien, très beau travail, des idées inspirantes. Et je pense que les gens qui commencent, enfin, même qui sont déjà évolués, parce que moi j'étais déjà évolué dans le développement personnel, mais tu vois, ça m'a, mine de rien, je l'ai eu il y a 2 ans et j'applique tous les jours. Ouais, la routine, ouais. J'ai même pas, avant que tu me poses la question, j'ai même pas pensé que ça venait de toi, tu vois. Mais comme tu as très bien travaillé, il faut le dire. Et 3e livre, on en parlait tout à l'heure, peut-être L'autoroute du millionnaire. Si vraiment tu veux avoir un business qui fonctionne, vraiment exploser toutes les barrières, le fait de vraiment comprendre quand tu es sur le passage piéton, quand tu es sur la départementale et quand tu passes sur l'autoroute avec un business scalable, automatisé, réplicable à l'infini, c'est un très bon bouquin. Et Darren Hardy, L'effet cumulé aussi. Ouais, assez incroyable. Donc merci Jean d'avoir partagé tout ça. Donc pour ceux qui veulent te suivre, donc il y a Imoscan, on vous a mis le lien avec donc le bon Olivier, c'est ça? Olivier, c'est ça. Et sinon? Eh bien, vous pouvez aller taper Imorenta sur YouTube, donc vous verrez... Pour tomber sur ta chaîne YouTube, on mettra le lien aussi. Moi, j'ai pas d'Instagram perso, c'est le Instagram investisseur immobilier, qui est aussi l'Instagram sur lequel on communique, on montre nos investissements et on partage notre quotidien. Donc Instagram, Imorenta, ou la chaîne YouTube, Imorenta également. Donc il n'y a plus la vidéo avec les baleines, mais bon... Non, il n'y a plus la vidéo, elle a fait 30 vues, trop tard, elle va plus exploser. Mais il y a d'autres vidéos qui ont bien marché depuis. Ouais, ça va, on n'a pas développé la chaîne aussi bien que toi, on a 30 000 personnes là, mais c'est beau. Ouais, c'est pas mal. On a 60 000 sur Instagram, donc ça, on poste maintenant plus pour le plaisir et plus mais pas dans un but comme on était il y a quelques années, vraiment de vouloir travailler à fond. Mais c'est cool en fait, parce que tu postes pas et ce que tu fais, même sans parler de fait de vendre des accompagnements, rien que le fait de poster et de pouvoir accompagner gratuitement ou donner des conseils gratuitement, ça contribue, comme le podcast qu'on vient de faire là. Voilà, ça contribue peut-être sur quelques personnes à les faire évoluer, donc ça c'est cool. Bah oui, écoute, merci beaucoup. Et donc, si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des 10%, des 5%, peut-être même des 2% qui ont été jusqu'au bout, parce que c'est quand même une interview de 2 heures. Donc, c'est que normalement, elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à la liker puis la partager à un ami qui a peut-être soif de liberté, d'un meilleur équilibre de vie. Et puis, laissez un commentaire Team 2% là en dessous pour qu'on vous reconnaisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les rebelles intelligents. On se retrouve dans une prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, puis faites partie des gens comme ça qui réfléchissent différemment, un peu en dehors de la boîte et qui privilégient peut-être plus leur liberté que juste l'argent qu'ils gagnent. Ciao, ciao, ciao. Salut.